Voilà. Donc c'est une histoire qui m'est arrivée quand j'avais environ 12 ou 13 ans. Je crois que c'était l'anniversaire de ma meilleure amie Anna, ses 13 ans, mais je pourrais me tromper. Quoi qu'il en soit, ça nous place aux alentours de 2003 ou 2004. Je connaissais Anna depuis la maternelle. On avait fait plusieurs années d'école primaire ensemble, mais elle avait déménagé de l'autre côté de la ville quand sa mère s'était remariée. Du coup, on se voyait seulement à des occasions particulières, mais ma mère me conduisait jusqu'à chez elle pour que je dorme là-bas. Alors, cette maison, c'était une maison bizarre. Elle se trouvait dans un quartier plutôt chic, une résidence fermée si je me souviens bien, mais tout autour du quartier, c'était franchement miteux. Pour situer, c'était dans la région de San Bernardino, en Californie. Et en plus de ça, le beau-père d'Anna était un vrai pervers. Il faisait des allusions sexuelles devant ces jeunes filles, et je suis à peu près certaine qu'il était violent avec la mère de mon ami. Sans compter qu'il était juste insupportable à côtoyer. Il piquait des crises pour un rien. Tout ça n'est pas directement lié à ce qui s'est passé, mais ça vous donne une idée de l'atmosphère générale dans cette maison. Bref, place à la nuit d'anniversaire. Je me suis toujours senti un peu de trop dans ces moments-là. Anna avait plein de nouvelles amies au collège, elles se connaissaient toutes bien. On était environ 10 en tout, je crois. Alors je devais vraiment m'efforcer de m'intégrer à ces soirées pyjama, sinon j'allais me retrouver dans mon coin. En début de soirée, pendant que la mère d'Anna et son beau-père étaient encore debout, c'était une fête d'anniversaire classique, gâteaux, ballons, chansons. Mais entre-temps, les nouvelles amies d'Anna complotaient déjà sur ce qu'on allait faire une fois les parents couchés. Dans des chuchotements excités, certaines ont commencé à me raconter qu'elles avaient invité 2 garçons de leur école à passer vers 1h du matin. Elles leur avaient promis de les attendre au portail latéral et de les faire entrer par la porte de derrière pour ne pas réveiller les parents d'Anna. Les 2 garçons étaient super mignons, elles me juraient que je ne serais pas déçu. On a fait semblant de rien jusqu'à ce que les parents d'Anna aillent se coucher un peu avant minuit. Et là, c'est devenu une question d'attente. À mesure que l'heure approchait, les filles ont commencé à débattre pour savoir qui irait dehors accueillir les garçons. Il est vite devenu évident que même si ça semblait être une bonne idée sur le moment, la plupart avaient encore un peu peur de sortir seuls dans le noir. Pour m'intégrer et gagner un peu de respect auprès des nouvelles amies d'Anna, j'ai proposé d'y aller. Anna a accepté de m'accompagner, ainsi que Brandy, qui était celle qui avait invité les garçons. Le plus silencieusement possible, on a ouvert la baie vitrée et on s'est glissé dans le jardin. Il devait y avoir une pleine lune, parce que je me souviens qu'il faisait vraiment clair pour 1h du matin. Le jardin d'Anna était plutôt petit et dégagé. On a avancé en pouffant de rire jusqu'au portail latéral en bois et on a jeté un œil dans le jardin de devant. Quelqu'un était assis sur le bord du trottoir. Je me souviens que je le voyais très nettement, malgré le lampadaire le plus proche à quelques maisons de là. Il nous tournait le dos, recroquevillé sur lui-même, les genoux ramenés contre le corps. On aurait dit qu'il attendait quelque chose. Ses cheveux étaient rares et filasses, et il portait ce qui ressemblait à un costume en laine grise. Pour couronner le tout, une mallette bizarre était posée à côté de lui sur le trottoir. Immédiatement, une sensation de malaise m'a envahi. Quelque chose n'allait pas. Ce n'était clairement pas quelqu'un correspondant à la description qu'on m'avait faite. Aucun doute là-dessus. Pendant ce qui m'a semblé une éternité, personne n'a rien dit. On restait là à regarder par-dessus la clôture. Puis, j'ai entendu la voix de Brandy derrière moi, en chuchotant assez fort pour ne pas réveiller les parents d'Anna. « Josh? Eric? C'est vous ?» L'espace d'un bref instant, j'ai cru que l'étranger ne l'avait pas entendu. Il restait dos à nous, face à la rue vide. Puis, lentement mais délibérément, il s'est tordu à la taille pour nous fixer droit dans les yeux. C'était clairement un homme, mais bien plus vieux que qui que ce soit qu'on attendait. Ses yeux étaient immensément grands, presque circulaires, mais le reste de son visage était totalement inexpressif. On s'est regardé un instant. Puis l'inconnu s'est levé et a commencé à traverser le jardin vers nous. Mais ce n'était pas une démarche normale du tout. Imaginez quelqu'un qui marche le plus vite possible sans courir, d'une façon qui semblait presque mécanique. C'est comme ça qu'il avançait. À côté de moi, Anna a réussi à lâcher 2 mots. « Courez ». On a foncé vers la baie vitrée au fond de la maison sans oser se retourner pour voir s'il sautait le portail. On l'a ouverte à toute vitesse, sous les regards affolés des autres filles, et on a tâtonné pour verrouiller derrière nous. Comme il n'y avait pas de rideau pour nous cacher du jardin plongé dans le noir, on a entraîné tout le monde dans la cuisine et on s'est assise par terre. Là, on leur a raconté ce qu'on avait vu. « Vous êtes sûr que c'était pas Josh qui faisait une blague ?» a demandé l'une des filles, sceptique. « Certaine », a répondu Brandy. Elle allait ajouter quelque chose, mais ses mots ont été coupés net. Boum, boum, boum. Plusieurs filles ont hurlé. Quelqu'un martelait la grande fenêtre du salon à l'avant de la maison. Pas en frappant doucement, non. Littéralement en cognant de toutes ses forces. Puis ça a recommencé. « Qu'est-ce qu'il veut ?» a chuchoté l'une des filles. Personne ne savait. Une 3e fois. Après ce 3e enchaînement de coups,
un long et très pesant silence s'est installé. Je crois que la plupart d'entre nous craignaient qu'il saute le portail et fasse le tour jusqu'à la baie vitrée, qui en plus d'être sans rideau, était aussi assez facile à ouvrir de l'extérieur. Après quelques minutes de silence, Anna a bondi sur ses pieds. « Je vais chercher mon beau-père. » Plusieurs d'entre nous ont trouvé le courage de la suivre jusqu'au pied de l'escalier, même s'il était tout près de la porte d'entrée et de la fenêtre, toutes deux heureusement avec des rideaux. Son beau-père était déjà en haut des marches, l'air totalement perdu, avec la mère d'Anna dans son dos. « Mais qu'est-ce que vous fichez, les filles ?» a-t-il demandé. Toutes en même temps, on s'est mis à expliquer qu'il y avait un homme bizarre dehors, qu'il était assis sur le trottoir, mais qu'il avait foncé vers nous dès qu'il nous avait vus, et qu'il venait de marteler la fenêtre. « Je vais chercher mon fusil », a dit le beau-père. Il est réapparu quelques minutes plus tard avec un fusil à pompe. On a toutes attendu en retenant notre souffle pendant qu'il déverrouillait la porte et sortait devant la maison. Quelques secondes de silence, puis il est rentré et a verrouillé derrière lui, clairement agacé. Il n'y a personne dehors. Maintenant, faites moins de bruit, j'ai du travail demain matin. Inutile de discuter avec lui, mais inutile de préciser qu'aucune d'entre nous n'a vraiment dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, certaines filles essayaient de trouver des explications, supposant qu'un des garçons invités avait peut-être envoyé un membre de sa famille pour nous faire une blague. Mais ça n'a jamais eu de sens pour moi. Aucun homme normal d'un certain âge n'accepterait de terroriser un groupe de petites filles, à moins d'être déjà tordu à la base. Des années plus tard, j'ai réalisé qu'on était vraiment tout près du Patton State Hospital, à distance raisonnable à pied, qui est un très grand établissement psychiatrique. Mais je ne sais pas s'il y a eu des évasions cette année-là. L'explication la plus plausible reste quelqu'un sous l'emprise de drogue, je suppose, mais c'était terrifiant peu importe qui c'était. Surtout avec ce costume et cette mallette. C'était quoi ce délire? Après cette nuit-là, je n'ai plus jamais dormi chez Anna à ma connaissance. Mais je crois que c'était surtout parce que son beau-père était un sale type et que ma mère ne voulait plus que je sois dans cet environnement. La mère d'Anna et lui ont divorcé quelques années plus tard et Anna a déménagé dans un autre état. Je n'ai jamais revu aucune de ses amies et même si Anna et moi sommes restés en contact, on ne parle pas beaucoup de notre enfance et on n'aborde jamais ce qui s'est passé cette nuit-là. J'ai pensé à en parler, mais je crains que ça ne remue d'autres souvenirs douloureux liés à tout ce qui se passait avec son beau-père à l'époque, alors je ne sais pas si ce serait approprié. Bon, en tout cas, merci de m'avoir lu ou écouté. C'était une expérience intéressante de le mettre par écrit, parce que je l'ai toujours raconté à voix haute jusqu'à présent, et très rarement. On a emménagé dans une maison à la campagne il y a environ 4 mois. Comme on vivait avant dans un appartement, on a dû acheter une tondeuse. Mais plutôt que de dépenser plus de 200 $ pour une tondeuse alors qu'on va devoir déménager dans quelques années, on a décidé d'embaucher quelqu'un pour tondre le gazon. Au départ, on avait pris un gars avec qui mon fiancé avait travaillé, mais à 65 $ toutes les 2 semaines, ça commence à chiffrer, et je cherchais quelque chose de moins cher. C'est là qu'est arrivé Charles. Charles avait posté sur mon groupe de petites annonces qu'il cherchait des pelouses à tondre ce week-end et qu'il avait une entreprise sérieuse. Je lui ai envoyé un message. Au début, Charles semblait sympa. Il a demandé mon adresse pour passer faire une estimation. Après être passé chez moi, il m'a envoyé un message. « Dis donc, t'as un grand Porsche ?» Je lui ai dit mes jours de congé, mais il m'a assuré que je n'avais pas besoin d'être là. Je lui ai dit de venir mercredi. Mercredi matin, il m'a écrit « T'es chez toi ?» J'ai dit non. 3 heures plus tard, « T'es rentré ?» Je lui ai dit non, je ne serai pas là avant après 20 h. Charles m'a alors informé qu'il avait un pneu crevé et qu'il viendrait demain. Jeudi, dès le matin, il m'a écrit « Tu seras là aujourd'hui ?» Je lui ai dit non. Il a remessagé quelques heures plus tard. « Hé, t'es là ?» Non. « Je t'ai dit que je ne serais pas là de la journée. Tu viens quand même ?» Il m'a alors dit que son camion était tombé en panne et il envoyait de messages du genre « Sois pas fâché contre moi, chérie. » Là, je commençais vraiment à flipper. Je lui ai dit de venir le lendemain. Vendredi, c'était justement mon jour de congé, mais je me suis levé et je suis sorti de la maison pour la journée. Il m'a écrit « Hey, j'arrive. T'es libre aujourd'hui, non ?» J'ai dit « Ouais, mais je suis pas là. Tu rentres quand ?»« Je sais pas. » Il m'a écrit plus tard « Désolé bébé, je chargeais le matériel dans le camion et ça a glissé et tout s'est cassé. Peut-être que je peux venir demain. » Là, j'en pouvais vraiment plus et je lui ai dit « Laisse tomber, je vais trouver quelqu'un d'autre. » Samedi, je rentre du travail vers 16 h ou 17 h, je regarde mon téléphone et je trouve plusieurs messages de lui disant qu'il a tondu ma pelouse et que je dois rentrer lui donner l'argent. Je lui ai dit non, je vais te payer quand je suis là. Il a commencé à s'énerver vraiment fort en disant qu'il lui fallait le cash maintenant. Je lui ai dit que je lui donnerais l'argent une fois rentré et que j'aurais vu que le gazon était bien tondu. J'étais honnêtement très inquiète à l'idée qu'il soit en train de m'attendre devant la maison, alors j'ai demandé à un ami de me suivre jusque chez moi.
Il n'était pas là. Je lui virai l'argent et j'ai cru que c'était fini. 2 mois plus tard, je suis au téléphone avec mon fiancé pendant que je conduis pour aller en cours et il me dit qu'il doit raccrocher parce qu'il y a quelqu'un qui remonte notre allée. Je lui demande ce qu'il veut dire et il me dit qu'un homme se balade dans notre allée et notre jardin devant. Après être arrivé en cours, il m'a envoyé un texto pour me dire que c'était juste un homme passé pour promouvoir son entreprise de jardinage. Comme ça faisait 2 mois, j'y ai pas vraiment prêté attention. Mais plus tard ce soir-là, en rentrant, j'ai vu une carte de visite posée sur mon comptoir avec le nom de l'homme qui m'avait envoyé tous ces messages. J'ai appelé mon fiancé, Mike, au travail, pour lui demander comment le gars s'était comporté. Il m'a dit que Charles avait l'air vraiment surpris qu'un homme soit venu ouvrir la porte et qu'il avait demandé s'il vivait seul. J'ai demandé à Mike si l'homme s'était arrêté dans d'autres maisons du quartier et il m'a répondu « Maintenant que j'y pense, non, je crois pas. Après être parti de chez nous, il est juste parti. » Mike m'a dit qu'il semblait vraiment insistant pour aider autour de la maison. Il proposait de tondre le gazon, de réparer le porche, d'enlever les vieux trucs ou les ferrailles qu'on avait dans le jardin. Et il a demandé si on avait des nuisibles comme des chauves-souris dans le grenier ou ce genre de choses. Ça m'a particulièrement glacé parce qu'on a effectivement un problème de chauve-souris et que j'en avais parlé sur Facebook. Mike a ajouté que ce qui était vraiment bizarre, c'est que Charles était très perturbé par le chien. Il avait entendu Max aboyer de l'intérieur et a commencé à poser beaucoup de questions. Il est grand? Il reste dehors ou à l'intérieur? Il ne sort jamais ou il reste vraiment toujours à l'intérieur? Il est grand comment? Il est gentil? Mike l'avait mis sur le compte de la peur des chiens. Il lui a fait faire un rapide tour de l'extérieur de la maison, puis Charles est remonté dans son camion et est parti. J'ai alors dit à Mike que c'était le même gars qui m'avait envoyé tous ces messages en début d'année, et Mike a commencé à paniquer. Il m'a dit que Charles avait posé beaucoup de questions très précises sur qui habitait ici, depuis combien de temps on était là et où on se trouvait à ce moment-là. Mais Charles semblait vraiment tenir à savoir si Mike était le seul dans la maison. Avant de partir, Mike lui avait directement demandé s'il avait peut-être déjà tondu la pelouse ici ou s'il pensait aux anciens propriétaires. Mais Charles lui avait répondu « Non, j'étais juste dans le coin et je me suis dit que j'allais faire la promotion de mon activité dans le quartier. » Le pire dans tout ça, j'avais pris la voiture de mon fiancé ce jour-là, ce qui veut dire que ma voiture était dans l'allée quand Charles est passé. Il pensait que j'étais seul à la maison. Je n'ai pas contacté la police parce que j'avais peur de réagir de façon exagérée. Tout ça s'est passé il y a 2 jours et j'espère vraiment ne jamais avoir à le revoir. Je conduisais depuis une conférence professionnelle à Salt Lake City quand la tempête a frappé. C'était l'un de ces violents orages d'été qui transforment le jour en nuit et vous donnent l'impression de conduire dans un tunnel de lavage. Mon Honda a commencé à tousser aux alentours du panneau du kilomètre 43. La voiture a toussé 2 fois, puis s'est complètement arrêtée. J'ai réussi à me garer sur le bas-côté et je suis resté là à regarder les nappes de pluie s'écraser sur le pare-brise. Je voyais à peine à 6 mètres devant moi et bien sûr, mon téléphone n'avait plus de réseau. J'ai plissé les yeux face au déluge et j'ai aperçu une lumière sur la droite, à peut-être 400 mètres sur la route. J'avais 2 options, rester dans une voiture en panne sous un orage électrique ou courir. J'ai attrapé ma veste et j'ai foncé. Quand j'ai atteint l'endroit, j'étais trempé jusqu'aux os. C'était un vieux cottage en bord de route avec des fondations en pierre, des volets en bois et une lumière de Porsche qui clignotait à chaque coup de tonnerre. J'ai frappé fort à la porte en espérant que quelqu'un était là. La porte s'est ouverte lentement et un vieil homme a regardé par l'entrebâillement. Il était maigre comme un clou, avec des yeux creux qui semblaient s'enfoncer dans son crâne. Il m'a regardé de haut en bas sans rien dire pendant un moment. Je lui ai expliqué que ma voiture était tombée en panne, que je pouvais utiliser son téléphone. Il a hoché la tête et s'est écarté pour me laisser entrer. Il s'est présenté comme Monsieur Haro, a dit qu'il ne recevait pas beaucoup de visiteurs, surtout pas par ce temps. L'intérieur du cottage ressemblait à l'extérieur, tout en bois sombre et vieux meubles qui grinçaient à chaque pas. L'air sentait l'humidité et le floral, comme un vieux parfum qu'on aurait laissé trop longtemps à l'air libre. Monsieur Haro m'a proposé une serviette et du café. Je l'ai remercié et lui ai demandé où était le téléphone. Il m'a dit que la ligne fixe était coupée à cause de la tempête, mais que je pouvais rester la nuit si je le souhaitais. Il paraît qu'il avait une chambre d'amis à l'étage. L'idée de passer la nuit chez un inconnu ne m'enchantait pas, mais c'était plus sûr que de dormir dans une voiture en panne sous un orage. J'ai accepté. Monsieur Haro m'a conduit à l'étage, lentement, une main sur la rampe pendant tout le trajet. En haut, il a ouvert la porte d'une petite chambre. À l'intérieur, un lit simple, une vieille commode en bois et une fenêtre avec de fins rideaux qui voletaient alors que les vitres étaient fermées. Il s'est arrêté et s'est retourné vers moi. Il m'a dit que cette chambre appartenait autrefois à sa fille. Elle était tombée malade et avait passé ses derniers jours dans cette même pièce.
Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai juste hoché la tête. Puis il a ajouté quelque chose qui m'a donné la chair de poule. Il m'a dit de ne rien déplacer dans la chambre, que le moindre changement la dérange. J'ai demandé ce qu'il voulait dire par là, mais il a juste souri faiblement et est parti, en fermant la porte derrière lui. La chambre avait cette odeur de bois humide et de vieux parfums d'en bas, mais plus forte. Je me suis assis au bord du lit, encore dans mes vêtements mouillés, en essayant de comprendre ce qu'il venait de dire. Toute la situation me semblait bizarre, mais j'étais épuisé et je n'avais pas beaucoup d'options. C'est alors que j'ai remarqué le portrait. Il était accroché sur le mur directement en face du lit. La femme était jeune, peut-être 16 ou 17 ans, avec une peau pâle et des yeux sombres qui semblaient me fixer. Le cadre était ouvragé, probablement antique. Le tableau lui-même avait l'air ancien, le genre où les yeux vous suivent où que vous alliez. J'ai essayé de l'ignorer en m'allongeant et en fermant les yeux, mais à chaque fois que je les rouvrais, elle était là. Après 1 heure à rester éveillé, je n'en pouvais plus. Il y avait un foulard rouge posé sur un crochet près de la fenêtre. Je l'ai pris, je me suis approché du portrait et j'ai recouvert son visage complètement. Enfin, je pouvais respirer. Je me suis recouché et cette fois, l'épuisement a eu le dessus. Je me suis endormi presque immédiatement. Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi. Peut-être 1 heure, peut-être 3, mais quelque chose comme un changement dans l'air m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux. La chambre était plongée dans le noir, à l'exception des éclairs qui illuminaient tout par brèves et violentes flashs. Et dans l'un de ces éclairs, j'ai vu la silhouette debout dans le coin de la pièce. Elle était grande, immobile, enveloppée d'ombre. Et autour de son cou, elle portait le foulard rouge. Mon cœur s'est arrêté. Je ne pouvais plus bouger. Je fixais la silhouette, attendant un nouvel éclair pour me prouver que je rêvais. Il est venu, et elle était toujours là, la tête légèrement penchée sur le côté. J'ai crié. La porte s'est ouverte à la volée. Monsieur Harrow a trébuché en entrant, en allumant la lumière. Il a regardé autour de lui, affolé, et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai montré le coin du doigt, mais il n'y avait plus rien. Il m'a dit que j'avais dû rêver, que les gens ont des hallucinations quand ils sont fatigués et stressés. Mais je savais ce que j'avais vu. Je n'ai pas argumenté. J'ai juste attrapé ma veste et lui ai dit que je partais. Il a essayé de me convaincre de rester, que la tempête faisait toujours rage. Mais je m'en fichais. Je préférais prendre mes chances dans ma voiture glacée. J'ai dévalé cet escalier et je suis sorti par la porte d'entrée sans regarder derrière moi. J'ai passé le reste de la nuit dans ma voiture, porte verrouillée, les yeux grands ouverts. Chaque fois que je commençais à m'assoupir, je me réveillais en sursaut, convaincu de l'avoir vue à la fenêtre. Quand le soleil s'est enfin levé, j'ai fait remorquer la voiture jusqu'à la ville la plus proche et j'ai pris un bus pour rentrer. Je n'ai jamais parlé de ce qui s'est passé à personne. Qu'est-ce que j'aurais pu dire ? Que j'avais vu un fantôme dans le coin de la pièce portant le foulard dont je m'étais servi pour couvrir son portrait ? On m'aurait pris pour un fou. Mais je sais ce que j'ai vu. Et je sais que je ne reprendrai jamais cette route. Mon frère Jack avait 8 ans, et moi j'en avais 11 quand c'est arrivé. On partageait une chambre à l'étage. Il y avait des lits superposés. Le mien était en haut, et Jack dormait en bas. Notre grand-mère était venue séjourner chez nous pendant quelques semaines. Elle était malade, et maman et papa voulaient pouvoir veiller sur elle. Elle dormait dans la chambre d'amis au bout du couloir. Ce soir-là, j'étais allé me coucher vers 21h. Jack s'endormait toujours avant moi. J'étais à moitié endormi quand j'ai senti quelqu'un me secouer l'épaule. C'était Jack. Il était accroché à l'échelle et avait l'air complètement réveillé et inquiet. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Il m'a dit que grand-mère nous appelait depuis une demi-heure. Je me suis retourné, lui ai dit qu'il rêvait. Grand-mère était malade et dormait probablement d'un sommeil de plomb. Mais Jack insistait qu'il avait entendu sa voix, clairement, venant du bas. Elle voulait qu'on descende. Je lui ai dit de retourner se coucher et j'ai refermé les yeux, mais alors j'ai entendu grand-mère appeler nos noms depuis quelque part en bas. Elle voulait qu'on descende. Elle disait qu'elle avait des jouets pour nous, des surprises qu'elle avait achetées. Je me suis redressé dans mon lit. Quelque chose dans sa voix sonnait faux. Elle était trop gaie, trop chantante. Grand-mère n'était pas comme ça, même quand elle était en bonne santé. La maladie avait rendu sa voix plus faible. Jack me regardait, attendant que je dise quelque chose. Je lui ai dit de rester dans la chambre pendant que j'allais voir. Je suis descendu du lit et j'ai ouvert la porte de notre chambre. Le couloir était sombre, à l'exception d'une veilleuse près des toilettes. J'entendais toujours la voix. « Descends, mon chéri. J'ai une surprise pour toi. » C'était plus clair maintenant. Elle continuait à dire nos prénoms et à nous dire de descendre, qu'elle avait quelque chose de spécial pour nous. Je me suis dirigé vers l'escalier. Mes pieds nus étaient froids sur le parquet. J'étais à seulement 3 mètres de l'escalier quand le téléphone dans la chambre de mes parents a sonné. Leur porte était ouverte et tout était plongé dans le noir.
J'ai couru dans le couloir et j'ai allumé la lumière. Le lit était vide et fait comme s'il n'y avait pas dormi. Mon estomac s'est serré. Le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai attrapé sur la table de chevet et j'ai décroché. C'était ma mère. Elle avait l'air pressée et m'a demandé si Jack et moi allions bien. Elle a dit qu'ils avaient essayé d'appeler plus tôt, mais que la ligne était occupée. Je lui ai dit qu'on allait bien. Je lui ai demandé où ils étaient. Elle m'a dit qu'ils étaient à l'hôpital. Grand-mère avait eu une crise cardiaque soudaine plus tôt dans la soirée, juste après qu'on soit allé se coucher. Il l'avait emmenée aux urgences. Il ne nous avait rien dit parce qu'il ne voulait pas nous réveiller. Elle m'a dit que notre oncle était en route pour passer la nuit avec nous. Il arriverait d'une minute à l'autre. Elle nous a spécifiquement demandé de fermer notre porte à clé et de rester là jusqu'à son arrivée. Je suis resté là, le téléphone à la main, les mains qui tremblaient. Si grand-mère était à l'hôpital, alors qu'il nous appelait depuis le bas, maman m'a demandé si j'étais encore là. Je lui ai dit oui, mais ma voix a craqué. Elle m'a demandé ce qui n'allait pas. Je ne savais pas comment expliquer. Je lui ai dit que quelqu'un était en bas, quelqu'un qui ressemblait à grand-mère, que cette personne nous appelait par nos prénoms depuis une demi-heure. Silence à l'autre bout du fil. Puis maman m'a dit de raccrocher, de retourner dans notre chambre, de fermer à clé et d'appeler le 911. Elle m'a dit qu'elle et papa quittaient l'hôpital à l'instant. J'ai raccroché et j'ai couru jusqu'à notre chambre. Jack était debout près de la porte, à m'attendre. Il m'a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit de monter dans le lit et qu'on devait fermer à clé. Son visage est devenu blanc. Il posait des questions, mais j'ai ignoré toutes ces questions. J'ai simplement fermé la porte à clé et j'ai attrapé mon téléphone sur la table de chevet. C'est là que la voix est revenue, mais cette fois, elle était juste derrière notre porte. Elle nous a demandé pourquoi on était aussi difficile et nous a dit d'ouvrir, qu'elle voulait juste nous voir. Jack est monté dans mon lit. On s'est plaqué contre le mur, aussi loin de la porte que possible. J'ai appelé le 911. J'ai dit à l'opératrice que quelqu'un était dans notre maison en train de faire semblant d'être notre grand-mère, que nos parents n'étaient pas là. Elle m'a dit de rester en ligne jusqu'à l'arrivée des policiers. La voix continuait à parler, nous demandant d'ouvrir, nous disant qu'on était de mauvais garçons de ne pas descendre. Puis la poignée a tourné. On l'a regardé pivoter lentement. Quelqu'un testait le verrou. Jack m'a agrippé le bras si fort que ça faisait mal. Je tenais le téléphone contre mon oreille en disant à l'opératrice qu'on allait se faire forcer la porte. La poignée s'est immobilisée. La voix s'est tue. 5 minutes plus tard, on a entendu des sirènes. Des éclairs rouges et bleus traversaient la fenêtre. La police est arrivée et a fouillé la maison. Ils ont trouvé la porte de derrière ouverte. Quelqu'un était entré comme ça. Mes parents sont rentrés 20 minutes plus tard. Maman est venue directement dans notre chambre et nous a serrés tous les deux dans ses bras pendant que papa parlait avec la police en bas. Le lendemain matin, on a demandé ce qui s'était passé. Qui était cette femme? Est-ce que la police l'avait retrouvée? Maman a dit que c'était probablement juste un cambrioleur. Jack a demandé comment la femme connaissait nos prénoms, si c'était un simple voleur au hasard. Maman n'avait pas de réponse à ça, alors elle a changé de sujet. Papa n'a pas voulu en parler du tout. Il a juste dit que c'était fini et qu'on était en sécurité maintenant. On a déménagé 6 mois plus tard. Maman a dit que c'était parce que papa avait trouvé un nouveau travail, mais Jack pensait que c'était à cause de cette nuit-là. J'étais d'accord avec lui. J'ai 28 ans maintenant. Jack en a 25. On en parle encore parfois, généralement tard le soir quand on se rend visite. Il est convaincu que nos parents savaient qui c'était. J'en ai reparlé à maman l'année dernière pendant le dîner. Elle m'a donné la même réponse qu'à mes 11 ans. Je sais qu'elle ment. J'aimerais juste comprendre pourquoi. J'avais 19 ans quand c'est arrivé. Ma cousine Maya et moi avions prévu un voyage photo en Norvège pour l'été, à la chasse au lever de soleil dans les montagnes isolées. On en parlait depuis des mois, on avait mis de l'argent de côté, repéré des endroits qui semblaient incroyables en ligne. Le plan: camper une nuit près d'une clairière au bord d'un lac, au fond d'une forêt nationale. Pas de chalet, pas de sentier balisé. Juste un paysage immense. Maya était passionnée de photos de paysages et moi je voulais progresser. On a marché environ 3 heures pour arriver. La clairière était magnifique, coincée entre des arbres denses avec le lac devant nous, lisse comme un miroir. Le soleil commençait à descendre, baignant tout dans cette lumière dorée de fin d'après-midi. Alors qu'on montait le camp, Maya a montré quelque chose accroché à une branche, à environ 6 mètres de nous. Une veste déchirée, couverte de boue séchée. Elle avait l'air d'être là depuis un bon moment. Je me suis approché pour voir. Le tissu était rigide et abîmé par les intempéries, comme s'il avait pris la pluie et le soleil plusieurs fois. J'ai supposé qu'un randonneur l'avait perdue, peut-être des semaines ou des mois plus tôt. Maya a dit qu'on devrait la laisser là, au cas où quelqu'un reviendrait la chercher. C'était logique, alors on n'y a plus touché.
La tente était montée juste au moment où le soleil disparaissait derrière les montagnes. La température a chuté vite. Maya a sorti le réchaud de camping et on a commencé à préparer le dîner au coin du feu. Les nouilles instantanées et la soupe en boîte avaient un goût excellent après cette randonnée. C'est là qu'on a entendu le long hurlement qui résonnait à travers les arbres. Maya m'a regardé et dit que c'était probablement juste un loup, mais quelque chose dans ce son clochait. Il ne sonnait pas tout à fait naturel, comme si quelqu'un essayait d'imiter un animal sans y arriver vraiment. J'ai pris ma lampe de poche et balayé la lisière des arbres, mais tout semblait normal. Je venais juste de déplacer le faisceau dans l'autre direction quand j'ai vu quelqu'un plonger derrière un gros pin, rapidement, comme s'il ne voulait pas être vu. Mon estomac s'est noué. Maya m'a demandé ce que je cherchais. Je lui ai dit que j'avais cru voir quelque chose, peut-être un cerf. Je ne voulais pas l'effrayer. Les sentiers étaient impossibles à suivre dans le noir, et on n'avait pas d'autre choix que d'attendre le lever du soleil. Mais je savais qu'il y avait quelque chose dehors. On a mangé rapidement. Maya parlait des photos qu'elle voulait prendre le lendemain matin, essayant de garder une ambiance légère. Je hochais la tête, mais je ne cessais de scruter les arbres, guettant le moindre mouvement. Vers 22h, on s'est installé dans la tente. Maya s'est endormie presque immédiatement. Elle pouvait dormir n'importe où, même sur le sol dur dans un sac de couchage. Moi, je restais là à fixer le plafond de la tente, à écouter le vent, les craquements des arbres et les bruissements occasionnels de quelque chose de petit qui se déplaçait dans les sous-bois. Chaque bruit faisait s'emballer mon cœur. J'ai vérifié mon téléphone. 2h45 du matin. J'avais besoin d'aller aux toilettes. Il faisait encore nuit, mais le lever du soleil n'était plus loin. Je me suis dit que la personne était probablement partie à cette heure-ci. C'était peut-être juste un randonneur qui passait par là. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente aussi silencieusement que possible et je me suis glissé dehors. L'air était glacial et ma respiration formait de épais nuages blancs. J'ai marché un peu jusqu'à un arbre proche, juste assez loin de la tente pour avoir un peu d'intimité. J'étais en train de faire ce que j'avais à faire quand j'ai entendu un léger craquement, comme une branche qui cède sous un poids. Je me suis figé. Je me suis dit que c'était probablement un oiseau, ou peut-être un écureuil. Les animaux se déplacent la nuit tout le temps. Mais je l'ai entendu à nouveau, juste au-dessus de moi. J'ai levé les yeux, et il était là, assis sur une grosse branche à environ 3 mètres au-dessus de ma tête, accroupi, essayant de se fondre dans les feuilles. Mais ses yeux grands ouverts étaient rivés sur moi. Je ne pouvais plus bouger. Mon cerveau ne parvenait pas à traiter ce qu'il voyait. On est resté comme ça pendant ce qui m'a semblé des minutes, mais qui n'était probablement que quelques secondes. Puis quelque chose en moi a craqué et j'ai couru vers la tente, manquant de trébucher sur une racine. J'ai tiré sur la fermeture éclair. J'ai secoué Maya pour la réveiller et j'ai chuchoté qu'on devait partir. Elle a commencé à demander pourquoi, mais je lui ai dit qu'on n'avait pas le temps. J'ai attrapé nos sacs, j'y ai fourré tout ce que je pouvais attraper et je l'ai tiré hors de la tente. On a couru. J'ai gardé la lampe de poche éteinte en me guidant de mémoire et à la lumière de la lune. Maya trébuchait derrière moi en demandant ce qui se passait, mais je ne répondais pas. Je continuais à avancer, jetant des coups d'œil par-dessus mon épaule toutes les quelques secondes pour voir si quelqu'un nous suivait. Je ne l'ai pas revu, mais je le sentais nous regarder. On ne s'est pas arrêté avant d'avoir atteint le sentier principal et on a continué jusqu'au parking où on avait laissé la voiture. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à mettre la clé dans le contact. Maya a fini par me demander ce qui s'était passé. Je lui ai dit que j'avais vu quelqu'un, qu'il était assis dans un arbre et nous regardait. Elle est devenue blanche et n'a pas arrêté de trembler jusqu'à ce qu'on atteigne la ville la plus proche et qu'on s'installe dans un motel pas cher. Je n'ai pas dormi. Maya a essayé, mais je voyais bien qu'elle était traumatisée elle aussi. On a quitté la Norvège le lendemain sans avoir pris une seule photo de lever de soleil. 3 mois plus tard, je scrollais sur les infos et je suis tombé sur un titre qui m'a glacé le sang. Un groupe d'étudiants avait été retrouvé assassiné dans son sommeil lors d'un trip de camping dans la même zone où Maya et moi étions restés. Un seul d'entre eux avait survécu. L'article disait que le survivant avait raconté à la police avoir vu un homme descendre d'un arbre avec une hache. Il les avait attaqués en pleine nuit, l'un après l'autre, pendant qu'ils dormaient. Maya m'a appelé ce même jour. Elle aussi avait vu l'article. Je ne suis jamais retourné dans cette région. Maya a abandonné la photo de paysage après ça. Elle disait qu'elle ne pouvait plus regarder la nature de la même façon. Pourtant, je me pose encore des questions. Et chacun de ces scénarios me fait ramper la terreur le long de la nuque. Je venais juste de m'installer à Manhattan et je cherchais du boulot quand un copain m'a suggéré Grubhub. C'était un job facile, plutôt bien payé, avec des horaires flexibles, donc je me suis dit pourquoi pas. La plupart des shifts étaient hyper routiniers. Je devais juste récupérer la bouffe, la livrer et empocher les pourboires.
C'était un samedi soir quand cette commande pour l'appartement 12A est tombée. L'immeuble était un vieux complexe tout pourri. Il ressemblait exactement à un décor de la série Friends. Je devais livrer des plats chinois à emporter venant d'un resto du centre-ville. Le client avait demandé une livraison silencieuse. Les instructions étaient super précises. Porte ouverte, juste poser la bouffe sur la table à l'intérieur. Ne pas frapper. C'était clairement un peu bizarre, mais bon, pas le truc le plus dingue que j'avais vu. Certaines personnes sont vraiment chiantes avec le bruit, surtout tard le soir. Je suis arrivé vers 23h30. La porte d'entrée était maintenue ouverte par une brique. La moitié des lumières du couloir étaient grillées et l'ascenseur était en panne. J'ai fini par monter les escaliers jusqu'au 3e étage. Le couloir sentait la moisissure et le pourri, ce qui m'a serré la gorge. J'ai trouvé le 12A et j'ai vérifié la porte. Elle était entrouverte sur environ 5 cm, exactement comme dans les instructions. J'ai frappé légèrement quand même, par habitude, mais comme je n'ai eu aucune réponse, j'ai poussé la porte un peu plus et j'ai annoncé que j'avais une livraison. L'appartement était plongé dans le noir, à part la lumière vacillante d'une télé qui ne diffusait que de la neige. L'odeur était encore plus forte à l'intérieur, tellement épaisse que j'ai dû respirer par la bouche. Je voyais une petite table juste à côté de la porte. J'ai posé la bouffe rapidement, en essayant de ne pas trop regarder à l'intérieur de l'appartement, mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les photos sur le mur. Il y avait une douzaine de photos de famille dans des cadres bon marché, et sur chacune, le visage avait été complètement gratté. Je reculais vers la porte, soudain pressé de partir, quand une voix de femme a murmuré du fond de l'appartement. « S'il vous plaît, ne partez pas ». Sa voix paraissait faible et pleine de douleur, comme si elle était blessée et avait besoin d'aide. Je me suis figé sur le pas de la porte, j'ai demandé s'il y avait quelqu'un, si elle allait bien, mais je n'ai eu aucune réponse. Chaque seconde qui passait me rendait plus mal à l'aise. Je sentais des regards sur moi qui me donnaient la chair de poule. En me disant que j'avais peut-être tout imaginé, j'ai refermé la porte derrière moi et je suis reparti rapidement vers les escaliers. Pendant tout ce temps, mon cœur battait à toute vitesse. Juste au moment où j'atteignais la voiture, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai répondu. Un type a commencé à me crier dessus, me demandant pourquoi je n'avais pas livré sa commande. Il a dit qu'il attendait depuis plus de 20 minutes. Je lui ai dit que je venais de la déposer dans son appartement comme demandé. Il m'a dit que c'était impossible, qu'il était assis juste à côté de la porte depuis le début. Personne n'avait frappé. J'ai vérifié l'appli, confus. L'adresse de livraison indiquait l'appartement 16A, pas le 12A. Mon estomac s'est noué. J'étais allé au mauvais appartement. Le type au téléphone continuait de crier. Je lui ai dit que j'avais fait une erreur, que j'allais retourner chercher sa commande pour la livrer au bon endroit. Mais après avoir raccroché, j'arrivais pas à me motiver à faire demi-tour et à remonter. Il y avait quelque chose dans cet appartement qui me mettait mal à l'aise. Finalement, j'ai marqué la commande comme livrée et je suis parti de là en vitesse. Je savais que ma note allait en prendre un coup, mais je m'en fichais. Le lendemain matin, j'étais en train de prendre mon petit déjeuner quand une alerte d'actualité est apparue sur mon téléphone. Il y avait une énorme enquête policière en cours dans ce même quartier où j'étais allé cette nuit-là. Une femme avait été retrouvée morte au 12A. J'ai eu la bouche sèche d'un coup. J'ai cliqué sur l'article et mon cœur s'est serré. C'était une vieille dame qui vivait seule. Apparemment, une voisine avait appelé à cause de l'odeur. Le médecin légiste estimait qu'elle était morte depuis au moins 10 jours. Mon estomac s'est retourné. Je n'ai pas pu finir l'article. Comment quelqu'un avait-il pu parler dans cet appartement si la dame qui y vivait était morte depuis une bonne semaine? Mais je savais que je l'avais entendu. 2 jours plus tard, l'équipe d'enquête m'a appelé. Ils avaient trouvé mon nom et mon numéro grâce au registre de l'appli de livraison et savaient que j'avais été l'une des dernières personnes à entrer dans l'appartement avant qu'on découvre le corps. J'ai expliqué ce qui s'était passé, comment j'étais allé au mauvais appartement par erreur. Il m'a demandé si j'avais remarqué quelque chose d'inhabituel. Je lui ai parlé des photos grattées et de la voix que j'avais entendue. Il y a eu un long silence. Il a sorti un ordinateur portable et m'a montré les images de la caméra de surveillance du couloir de l'immeuble. L'horodatage indiquait 23h34, exactement au moment où j'avais fait la livraison. La vidéo était plutôt basse résolution et sombre, mais je pouvais clairement distinguer ma propre silhouette qui marchait dans le couloir. Je me suis vu m'arrêter au 12A et entrouvrir la porte, entrer avant de ressortir et de partir. Le détective a laissé la vidéo continuer encore 30 secondes après que je sois sorti du cadre. Ce que j'ai vu ensuite m'a glacé le sang. La porte s'est ouverte lentement et ce type, grand et maigre, en est littéralement sorti en rampant. Il se déplaçait à 4 pattes comme un animal. Je pouvais voir qu'il portait des vêtements sombres et qu'il avait le dos tourné à la caméra. Il s'est arrêté et a tourné la tête vers les escaliers. Peut-être qu'il me regardait partir ou qu'il écoutait mes pas qui s'éloignaient, puis il a rampé de nouveau à l'intérieur, refermant la porte lentement.
Le détective a arrêté la vidéo et m'a demandé si j'avais vu quelqu'un. Je lui ai dit que l'endroit avait l'air complètement vide, à part ce murmure que j'avais entendu. Il m'a dit que la femme avait probablement été assassinée 10 à 12 jours avant mon passage. Les rapports indiquaient que son corps avait été repositionné plusieurs fois sur plusieurs jours, comme si le tueur avait vécu avec le cadavre. Le détective pensait qu'il s'agissait d'un squatter qui l'avait tué et utilisé l'appartement comme cachette. Donc, quand je suis entré avec les plats chinois, il était sûrement là, caché dans la chambre ou peut-être dans la salle de bain. L'enquête est toujours en cours et le type est toujours en cavale. Les images de la caméra sont trop floues pour distinguer un visage. J'ai quitté Grenoble le lendemain même. Je ne pouvais plus supporter ça. Chaque couloir sombre, chaque instruction bizarre, chaque porte non verrouillée me met mal à l'aise. Le détective a dit que j'avais fait le bon choix en partant et que si j'avais cherché la personne qui avait parlé, je ne serais probablement pas ressorti vivant de là. Mais honnêtement, je ne me sens ni chanceux ni intelligent par rapport à tout ça quand je suis allongé dans mon lit chaque soir. Je repasse encore et encore la scène dans ma tête et je n'arrive toujours pas à savoir si c'était le tueur qui parlait ou si c'était la femme morte. Il était minuit passé quand je suis enfin rentré chez moi ce mercredi-là. J'étais épuisé, trempé jusqu'aux os par la pluie et carrément affamé après avoir fait un double shift à l'hôpital. Un mois plus tôt, je serais probablement monté au 3e étage chez Suzanne pour manger un peu de son fait maison, mais Suzanne et la plupart des autres locataires avaient déjà déménagé depuis que le propriétaire avait arrêté d'entretenir l'ascenseur. Comme j'habitais au rez-de-chaussée, je me disais que l'histoire de l'ascenseur, c'était pas vraiment mon problème. J'ai commandé un pad Thai basique et des rouleaux de printemps chez All Things Thai, à peine à 2 rues de chez moi. L'appli m'a assigné un livreur qui s'appelait Daniel. Sa photo de profil était super floue. C'était juste une tache sombre qui aurait pu être n'importe qui. Mais je ne m'en suis pas vraiment inquiété. Les gens font ça tout le temps. L'appli annonçait environ 20 minutes, donc je me suis dit que j'avais le temps de prendre une douche rapide. Le temps que je termine, presque une demi-heure s'était écoulée et je n'avais toujours aucune nouvelle. J'ai vérifié le suivi en temps réel. Le petit point de Daniel était juste planté là, en face de chez moi. Je lui ai envoyé un texto pour lui demander s'il était perdu ou s'il avait besoin du code du portail pour entrer. Il a répondu en quelques secondes, disant qu'il voulait juste vérifier que c'était bien moi. Mon estomac s'est noué. Ça voulait dire quoi, ça? J'ai gardé les yeux sur le suivi quand il s'est remis à bouger, mais au lieu de venir chez moi, il a commencé à tourner autour du pâté de maison. Je lui ai envoyé un autre message pour lui demander ce qui se passait. Il n'a pas répondu. Environ 5 minutes plus tard, j'ai reçu la notification que ma commande avait été livrée, mais je n'avais entendu ni coup à la porte ni pas dans le couloir. J'ai déverrouillé ma porte et j'ai regardé en bas. Un sac en plastique était posé sur le sol, juste devant mon appartement, mais le livreur n'était nulle part en vue. J'ai attrapé le sac, j'ai refermé la porte derrière moi et j'ai jeté un coup d'œil. La nourriture était encore chaude. Tout avait l'air parfaitement normal au début, jusqu'à ce que mon regard tombe sur une note écrite à la main, scotchée sous le gobelet de boisson. J'ai sorti le bout de papier et je l'ai lu. « Vos rideaux sont ouverts », disait la note. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai lâché le gobelet et j'ai couru vers la fenêtre de mon salon. Les rideaux étaient ouverts d'environ 15 cm, assez pour que quelqu'un dehors puisse voir à l'intérieur. Je les ai tirés d'un coup sec et j'ai vérifié toutes les autres fenêtres de l'appartement en fermant tous les stores et tous les rideaux. À ce moment précis, mon téléphone a vibré. Mieux, c'est ce qu'il a écrit. Je me suis connecté à l'appli et je l'ai signalé immédiatement. La réponse automatique disait que quelqu'un allait examiner la situation dans les 24 heures et prendre les mesures nécessaires. Ça n'allait clairement pas suffire, donc j'ai appelé le support. Je me suis retrouvé coincé avec un bot qui n'arrêtait pas d'essayer de me renvoyer vers l'appli jusqu'à ce que j'arrive enfin à parler à quelqu'un de vrai. On s'est excusé et on m'a dit qu'on allait signaler son compte pour enquête. J'ai raccroché et j'ai fait le tour de l'appartement pour vérifier toutes les serrures. Je me suis assuré que la chaîne était mise et j'ai même coincé une chaise sous la poignée de porte, juste pour être sûr. Un peu rassuré, j'allais enfin attaquer mon dîner quand l'électricité a coupé d'un coup et que tout l'appartement a été plongé dans le noir. J'ai utilisé la lampe de mon téléphone pour me diriger jusqu'à la cuisine et vérifier le tableau électrique, mais tout avait l'air normal. Aucun disjoncteur n'avait sauté. J'ai essayé de les actionner quand même, mais rien ne s'est passé. Soudain, j'ai entendu des pas légers juste devant ma porte, suivis de 3 coups rapides. J'ai regardé par le Judas. Le couloir était complètement plongé dans le noir et je ne distinguais personne. Mon téléphone a vibré avec un nouveau message de Daniel. Mauvaise porte. Au moment où je me suis retourné, les coups ont repris. Terrifié, j'ai couru jusqu'à la salle de bain et je m'y suis enfermé, en composant le numéro d'urgence avec des mains qui tremblaient tellement que j'arrivais à peine à appuyer sur les bons chiffres.
La standardiste a répondu et j'ai essayé de lui expliquer ce qui se passait. Elle m'a dit que la police était en route et qu'il fallait juste que je reste en ligne avec elle. Les policiers sont arrivés environ 8 minutes plus tard. Je les ai entendus dans le couloir, frapper et crier que c'était la police. Je suis finalement sorti de la salle de bain et je les ai laissés entrer. 2 policiers sont entrés et ont fouillé tout l'appartement. L'un d'eux m'a demandé de voir le profil du livreur, donc j'ai ouvert l'appli, mais mon historique de commande était complètement vide. Il n'y avait aucune trace d'une livraison ce soir-là, ni aucun débit sur mon compte bancaire. J'ai fait défiler des semaines de commandes précédentes, mais il n'y avait absolument aucune preuve que j'avais commandé quoi que ce soit ce soir. L'agent m'a demandé si j'étais bien sûr d'avoir commandé à manger. Il a dit qu'être épuisé après un double shift pouvait jouer des tours à l'esprit. J'ai pointé du doigt le sac posé sur mon plan de travail. La nourriture était bien là, avec la note et le reçu. Il l'a ramassé pour mieux regarder et j'ai vu son visage perdre toutes ses couleurs. Il m'a demandé depuis combien de temps j'habitais ici. Je lui ai dit environ 6 mois. Il a brandi le reçu pour que je puisse le voir. L'horodatage indiquait que la nourriture avait été livrée 6 ans auparavant, le 14 novembre 2019, à 23h47. Je lui ai dit que c'était impossible. La nourriture était littéralement encore chaude. Je venais de la récupérer 20 minutes plus tôt. L'autre policier a demandé le nom de mon propriétaire et depuis combien de temps il gérait l'immeuble. Je lui ai donné les informations. Il a sorti son téléphone et a fait défiler quelque chose avant de montrer son écran à son collègue. Tous les deux m'ont regardé avec un air qui mélangeait de la pitié et un vrai malaise. Le premier m'a demandé si je savais quoi que ce soit sur la personne qui vivait ici avant moi. Je lui ai dit non. Le propriétaire ne m'avait jamais rien dit à ce sujet. Il m'a dit qu'une femme avait vécu dans cet appartement 6 ans plus tôt. Ce mois de novembre-là, elle avait appelé la police plusieurs fois parce que quelqu'un n'arrêtait pas de frapper à sa porte en pleine nuit. Elle avait même déposé une plainte contre un livreur nommé Daniel qui la harcelait. 2 jours après sa dernière plainte, elle avait disparu, sans aucun signe d'effraction. Ils avaient beaucoup cherché, mais ils n'avaient jamais réussi à la retrouver. Mon sang s'est glacé. Le policier est resté pendant que je jetais quelques affaires dans un sac et l'un d'eux m'a même accompagné jusqu'à ma voiture. Avant de partir, j'ai demandé s'ils avaient fini par découvrir qui était le livreur. Apparemment, jamais. L'entreprise de livraison a nié avoir jamais eu un livreur nommé Daniel parmi ses employés. Je suis resté chez ma sœur pendant 3 jours. Quand j'y suis enfin retourné, j'ai engagé des déménageurs et j'ai rompu mon bail immédiatement. J'ai déménagé 4 fois depuis. Je vis toujours au moins au 2e étage. J'ai des caméras partout et mes rideaux restent toujours fermés, parce que j'ai encore une peur terrible de recevoir un dernier texto disant « Mauvaise porte ». Ça fait environ 8 mois que je conduis pour Ciao. C'est pas vraiment une carrière. C'est juste un truc dans lequel je suis tombé après avoir été viré de l'entrepôt. La paie est minable, mais ça paie mon loyer et ça fait rouler ma voiture. C'était un vendredi soir, fin février. Je m'en souviens parce que c'était le week-end de l'anniversaire de mon frère et j'essayais de rassembler assez de fric pour lui offrir un cadeau correct. Il pleuvait des cordes depuis 16 heures et les carrefours commençaient à être tellement inondés que mes essuie-glaces ne servaient plus à rien. J'étais sur le point de rentrer pour la nuit, vers 23h30, quand une commande est tombée. C'était une livraison de bouffe chinoise à $72 depuis le Golden Dragon, mais l'adresse de livraison était paumée sur Hillcrest Road, bien plus loin que là où s'arrêtent les lampadaires. Le GPS m'a fait passer par des routes que je n'avais jamais vues. Plus la pluie tombait fort, moins mes phares arrivaient à percer. Quand j'ai enfin trouvé l'adresse, j'ai dû vérifier 2 fois les numéros sur la boîte aux lettres. C'était une vieille maison victorienne de 3 étages, avec une véranda tout autour qui était presque entièrement pourrie. La moitié des volets pendaient de travers. Le jardin avait l'air de ne pas avoir été tondu depuis des années, mais les lumières étaient allumées à l'intérieur. Je pouvais les voir briller à travers les fenêtres de devant. J'ai attrapé la commande et j'ai couru jusqu'à la véranda, en essayant d'éviter les endroits où le bois avait l'air de pouvoir céder. J'ai frappé à la porte et elle s'est ouverte presque aussitôt. Le type qui a répondu avait peut-être la quarantaine, blanc comme un linge, avec de longs cheveux noirs séparés au milieu. Il portait un smoking complet, avec nœud papillon, ceinture de cérémonie et chaussures vernies. On aurait dit qu'il s'apprêtait à se rendre à un mariage. Il m'a remercié, tout sourire, d'être venu jusqu'ici. Il a dit que c'était pour son dîner d'anniversaire de mariage et que sa femme était en haut, en train de se préparer. Je lui ai donné le sac. Il l'a pris, puis il a tâté ses poches et a fait la grimace. Il a dit que son portefeuille était en haut et m'a demandé si je pouvais attendre 1 minute pendant qu'il allait le chercher. Il m'a même proposé $50 cash si j'acceptais de patienter. J'étais crevé et ça me filait un peu les jetons, mais $50, ça payait mon essence pour la semaine. Donc j'ai dit oui
et je suis entré. Le hall d'entrée était immense. Il y avait un parquet, un grand escalier qui montait au premier étage et de vieux tableaux qui couvraient les murs. Tout avait l'air cher, mais c'était couvert de poussière, comme si personne n'avait fait le ménage depuis des mois. Il m'a guidé vers la salle à manger et m'a dit de me mettre à l'aise. La pièce était prête pour un dîner chic. La table au centre avait une nappe blanche, de la vaisselle en porcelaine et des verres à vin en cristal. Il y avait des bougies partout, et j'ai même repéré une bouteille de vin cher déjà débouchée sur la table, mais j'avais vraiment l'estomac noué. La maison était complètement silencieuse, à part une horloge qui tic-taquait fort sur le manteau de la cheminée. Le type est resté planté là à m'observer un instant avant de s'excuser et de dire qu'il revenait tout de suite. Je l'ai regardé monter et j'ai attendu. J'ai vérifié mon téléphone, mais il n'y avait aucun réseau ici. Tout ce que j'entendais, c'était cette horloge qui tic-taquait fort. 5 minutes sont devenues 10. Je commençais à m'agacer. 50 $, ça ne valait pas le coup de traîner dans une maison flippante pendant que ce type jouait au déguisement avec sa femme. J'ai attendu encore, environ 15 minutes, avant de finalement crier pour demander si tout allait bien en haut. Il a crié en retour que sa femme était presque prête, que ça prendrait juste quelques minutes de plus. J'ai attendu encore un peu, en regardant à nouveau autour de moi dans la salle à manger. Tout était trop parfait. Les verres à vin n'avaient pas une seule trace de doigt. Les assiettes avaient l'air neuves, comme si elles n'avaient jamais été utilisées. Même les bougies, qui semblaient brûler depuis un bail, n'avaient presque pas coulé ni fondu. Après 20 minutes, j'en avais assez. Je suis allé au pied de l'escalier et j'ai appelé à nouveau. Le type a passé la tête par-dessus la rambarde et s'est excusé. Il a dit qu'il ne trouvait pas son portefeuille, que sa femme avait dû le déplacer. Il a disparu de nouveau dans une chambre. Je suis resté là à me demander si je devais laisser tomber le pourboire et juste partir. Soudain, je l'ai entendu parler. Il demandait à sa femme où elle avait mis son portefeuille. Il y avait clairement de la frustration dans sa voix et il n'arrêtait pas de lui reprocher de ne pas faire attention à ses affaires. Ce qui ressemblait à une dispute de couple banale m'a paru bizarre, parce que je n'entendais que lui. Il n'y avait aucune réponse de la part de sa femme. Une angoisse commençait à me tordre le ventre. J'ai monté les escaliers lentement. La porte était ouverte d'environ 15 cm. Je me suis approché et je l'ai entendu à nouveau. Il disait quelque chose sur le fait qu'elle était belle ce soir, qu'il avait hâte de dîner avec elle. Sa voix était tendre. J'ai atteint la porte et j'ai jeté un œil par l'entrebâillement. Le type était debout près du lit, à moitié de dos, et assise sur le lit, calée contre la tête de lit, il y avait une mariée squelette, en robe de mariée complète. Il y avait même un voile épinglé sur ce qui était censé être sa tête. Je pouvais voir une perruque blonde posée sur le crâne. Il avait carrément mis du maquillage directement sur l'os, là où devrait se trouver un visage. Les dents étaient barbouillées de rouge à lèvres et il y avait du blush sur les pommettes. Mon cœur s'est mis à battre à 100 à l'heure. Le type continuait sans arrêt de parler de son portefeuille, tard dans la nuit, en le tenant dans sa main. Aussi silencieusement que possible, j'ai reculé loin de la porte, j'ai failli trébucher sur la marche du haut. Je suis redescendu les escaliers, je sais pas comment, et j'ai filé jusqu'à ma voiture, sans me soucier de la pluie. J'étais à mi-chemin sur Hillcrest Road quand je me suis arrêté sur le bas-côté pour appeler les flics. La standardiste est restée en ligne pendant qu'elle envoyait une patrouille là-bas. 2 policiers m'ont rappelé environ 40 minutes plus tard. Ils étaient allés à la maison, avaient parlé au type et avaient demandé à fouiller un peu. Ils les avaient laissés entrer. Ils ont dit que le squelette était en plastique, le genre qu'on achète dans un magasin d'Halloween. Le type a admis qu'il l'avait depuis des années et qu'il aimait organiser des dîners avec elle pour faire face à la solitude. Les policiers ont vérifié son nom. Il n'avait aucun casier judiciaire. En fait, il n'avait même jamais été marié. Ils m'ont demandé si je voulais porter plainte pour quoi que ce soit. Je savais même pas ce que j'aurais pu lui reprocher. Être bizarre, me faire perdre mon temps, j'ai dit non et j'ai raccroché. J'ai quitté Shaw la semaine suivante. J'ai dit à l'équipe que ça ne marchait pas pour moi. Mon frère m'a demandé pourquoi, et j'ai menti en disant que les horaires étaient trop longs. Mais en vérité, j'arrivais pas à me débarrasser de l'image de cette mariée squelette. Je suppose que je devrais être content que c'était juste du plastique. Pendant un instant, j'ai cru être tombé sur quelque chose de bien pire. Mais toute cette histoire me hante encore. Parfois je me demande ce que fait ce type quand il mange. Est-ce qu'il lui parle pendant tout le repas? Est-ce qu'il arrive parfois à se convaincre qu'elle lui répond? Je me demande s'il est en train de le faire ce soir. J'ai trouvé ce job dans une épicerie l'été de mes 19 ans. C'était une de ces chaînes de taille moyenne. Ni un grand magasin, ni une petite boutique de quartier, juste un supermarché classique à la sortie d'une petite ville près de Raleigh, où le parking était toujours à moitié vide et où les néons bourdonnaient assez fort pour qu'on les remarque. Je travaillais surtout le soir, de 16h à la fermeture.
Scanner les courses, vérifier les pièces d'identité, essuyer le tapis entre deux clients. Rien de compliqué. La plupart des soirs étaient calmes après 20 heures, le genre de calme où tu commences à compter les dalles du plafond. Il y avait un habitué qui venait peut-être 3 ou 4 fois par semaine, toujours le soir, toujours dans la même fenêtre de 2 heures. Il s'appelait Karl. C'est lui-même qui me l'avait dit un soir, sans que je le lui demande, pendant que je passais ses courses en caisse. Il devait avoir une quarantaine d'années, plutôt silencieux, et achetait presque toujours les mêmes choses. De la charcuterie, un pain, parfois un pack de bière. Il avait cette façon de se tenir à la caisse, les mains posées à plat sur le tapis, comme s'il se préparait à quelque chose, même quand il n'y avait rien à anticiper. Au début, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Un gars discret, des habitudes régulières, certaines personnes sont comme ça. La première chose que j'ai remarqué, c'est qu'il finissait toujours dans ma file. On avait 6 caisses. Un soir calme, 2 ou 3 d'entre nous étaient ouvertes. Lumières allumées, aucune file. Karl traversait toute la zone d'accueil pour venir se mettre dans ma mienne. Chaque fois. Même quand ma file était plus longue, même quand la caisse à côté était complètement vide. Je me suis dit qu'il aimait juste cette routine. Certains clients s'attachent à un visage familier, ce n'est pas rare. J'avais entendu d'autres caissieurs parler de leurs habitués de la même façon. Je n'y ai pas pensé plus que ça. La deuxième chose, c'est une remarque qu'il a faite début octobre. On faisait la conversation habituelle pendant que je scannais ses articles. Il m'a demandé si j'étais bien remise de mon rhume, sur un ton détendu, comme une question de suivi tout à fait naturelle. Je ne lui avais jamais parlé d'un rhume. En fait, je n'en avais parlé à personne dans ce magasin. J'avais posé un jour de congé la semaine précédente, mais j'avais envoyé un texto directement à ma superviseure. Rien de public, rien affiché nulle part. J'ai un peu éludé en répondant quelque chose comme « Oui, ça va mieux, merci ». Il a hoché la tête, payé et il est parti. Normal comme tout. Mais je suis resté planté là, après son départ, à essayer sérieusement de remonter le fil. Est-ce que j'en avais parlé? Quelqu'un d'autre dans le magasin lui avait-il dit quelque chose? Je n'arrivais à trouver aucune explication qui tienne vraiment la route. J'ai laissé tomber malgré tout. Je l'ai classé dans la case des choses que j'avais probablement oubliées. En novembre, j'ai commencé à remarquer les horaires plus attentivement, sans le faire exprès. Karl ne venait jamais les soirs où je n'étais pas de service. Je ne l'ai réalisé que parce que ma collègue Dana a mentionné, presque par hasard, qu'elle ne l'avait jamais vu. Dana travaillait 3 soirs par semaine, toujours les mêmes. On se croisait 2 soirs par semaine. Ces soirs-là, Karl venait. Les soirs où elle travaillait seule, il ne venait pas. Elle trouvait ça drôle, elle a dit qu'il devait avoir un faible pour moi. On a ri toutes les deux. Je ne lui ai pas dit que nos plannings n'étaient pas affichés nulle part où les clients pouvaient les voir, que la seule façon de savoir quand je travaillais, c'était soit de demander à quelqu'un ayant accès au système, soit de venir vérifier sur place, encore et encore, pendant des semaines. La 4e chose s'est produite un mercredi soir de décembre. J'étais à l'arrière, près de la salle de pause, en train d'attendre le début de mon service. Manteau encore sur le dos, sac sur l'épaule. Je n'étais pas encore en salle. Le magasin était techniquement ouvert, mais je n'avais pas encore pointé. Personne en dehors de la zone du personnel n'aurait pu savoir que j'étais là. J'ai entendu mon prénom, pas crier, pas appeler fort, juste prononcé, d'un ton normal, comme dans une conversation, de quelque part au bout du rayon des fruits et de légumes. J'ai sorti du couloir du fond et j'ai balayé la salle du regard. Karl était debout près des salades en sachet, sans me regarder, en train de mettre quelque chose dans son panier. J'ai demandé s'il avait dit mon prénom. Il a levé les yeux, il avait l'air vraiment perplexe et il a dit qu'il n'avait rien dit. Peut-être quelqu'un d'autre, peut-être que j'avais mal entendu. Le magasin n'était pas bruyant, mais il n'était pas silencieux non plus. J'ai pointé et je me suis dit que ce n'était rien. J'y ai pensé tout le reste du service. La dernière chose, c'est celle avec laquelle j'ai le plus de mal. Et elle ne s'est pas passée au magasin, elle s'est passée chez moi. Mon dernier service était un dimanche de décembre. Je n'ai pas annoncé que je démissionnais, je n'en ai pas fait toute une histoire. J'ai juste fini mon service, rendu mon viste et c'était tout. Mon ami Rhys était venu me chercher ce soir-là. On est rentré chez moi ensemble, on est passé par la porte d'entrée en riant d'une bêtise qui s'était passée au travail. Elle est allée à la cuisine se servir de l'eau pendant que je montais à l'étage pour m'enlever mon uniforme. J'ai poussé la porte de ma chambre et tendu la main vers l'interrupteur. Il y avait quelqu'un derrière ma commode. Au début, je n'ai pas vraiment réalisé. C'était une forme, une masse noire qui n'avait rien à faire là, coincée dans l'espace étroit entre la commode et le coin du mur. Puis, ça s'est bougé, ça s'est redressé, et j'ai vu son visage pendant une fraction de seconde avant que tous mes instincts se déclenchent en même temps. Karl. J'ai hurlé, j'ai fait demi-tour et j'ai couru.
J'ai descendu les escaliers si vite que j'ai failli tomber. J'ai attrapé Rhys par le bras et on était dehors avant même qu'une des deux n'ait prononcé un mot. On s'est assise dans sa voiture, porte verrouillée, à trembler pendant ce qui m'a paru durer une éternité. La police est arrivée. Ils ont fouillé toute la maison. Le temps qu'ils montent à l'étage, la chambre était vide, la fenêtre au bout du couloir était ouverte, La moustiquaire avait été arrachée. ils n'ont trouvé personne. J'ai déménagé dans la semaine. J'ai logé chez Rhys en attendant de trouver autre chose. J'ai déposé une plainte, donné le nom de Karl, sa description, tout ce que je pouvais me rappeler. Ça n'avait rien donné. Aucune charge, aucune arrestation, aucune explication sur la façon dont il était entré et depuis combien de temps il était là avant qu'on arrive. Et puis, environ 6 semaines plus tard, je suis retourné dans ce coin de la ville pour une course sans rapport. Je n'avais pas l'intention de m'approcher du magasin. Je suis juste passé devant en voiture, par hasard. J'ai ralenti au feu près du parking et j'ai jeté un coup d'œil sans réfléchir. Karl était debout devant l'entrée, ni en train d'entrer, ni en train d'en sortir. Juste planté près du retour des caddies, face au dessoir, complètement immobile, comme s'il attendait que quelqu'un en sorte. Je ne travaillais plus là depuis 6 semaines. Il n'avait plus aucun moyen de connaître mon emploi du temps. Il n'y avait aucune raison pour qu'il soit là à attendre, à moins qu'il ne sache pas que j'étais parti. Le feu est passé au vert. J'ai redémarré et je n'ai pas regardé en arrière. Voilà la partie à laquelle je reviens sans cesse, encore aujourd'hui. Ce soir d'octobre où Karl m'a demandé si j'allais mieux de mon rhume, ce rhume dont je n'avais parlé à personne au travail, sur le moment, j'avais mis ça sur le compte d'une coïncidence que je ne savais pas expliquer. Mais après ce qui s'est passé en janvier, après l'avoir vu accroupi derrière cette commode dans ma chambre, j'ai compris ce qu'était vraiment l'explication. Il savait déjà que j'avais été malade parce qu'il était déjà entré chez moi. Je travaille de nuit dans un petit motel familial, situé en bordure d'une route à 2 voies. C'est le genre d'endroit qui accueille des chasseurs à l'automne et parfois un routier longue distance qui ne veut pas pousser jusqu'à la ville suivante. Je fais les nuits là-bas depuis environ 2 ans. La plupart du temps, c'est tellement calme que je pourrais passer tout mon service sans voir une seule personne. Et c'est exactement comme ça que je l'aime. L'agencement est assez classique. Un accueil, un petit hall, un distributeur automatique et une porte derrière le comptoir qui mène à une arrière-salle où je passe la majeure partie de mon temps. Environ 22 chambres sur un seul niveau, un bâtiment en forme de L qui entoure le parking. Je connais les bruits de cet endroit comme on connaît les bruits de sa propre maison. La machine à glaçons se met en route vers 1h du matin. Les lumières extérieures bourdonnent quand il fait froid. La porte latérale coince et racle quand on l'ouvre. Rien d'anormal. Ce qui a déclenché tout ça était tellement minime que j'ai failli ne pas le remarquer. C'était un mercredi soir, vers 1h30 du matin. Je faisais ma ronde horaire quand je suis passé devant la chambre 9 et j'ai remarqué la pancarte « Ne pas déranger » accrochée à la poignée. J'étais quasiment sûr que la chambre 9 n'était pas occupée. J'ai vérifié dans le système à l'accueil. Inoccupée, nettoyée et prête. Je me suis dit que la femme de ménage avait oublié de l'enlever après avoir fait la chambre. Je n'y ai pas prêté plus d'attention à ce moment-là. Environ 1 heure plus tard, j'étais dans l'arrière-salle en train de manger un sandwich quand j'ai entendu une porte se fermer. Pas un claquement, juste un clic discret, le genre de bruit qu'on entend quand quelqu'un essaie de ne réveiller personne. J'ai tendu l'oreille. Rien n'a suivi. Pas de pas, pas de voix. Je me suis dit que c'était sûrement un client qui rentrait après une cigarette, ou le loquet de la porte latérale qui n'avait pas accroché à cause du vent. Explication simple, je suis retourné à mon sandwich. Vers 4h du matin, j'ai fait une autre ronde. En passant devant la chambre 9, j'ai vu un filet de lumière jaune sous la porte. Juste la lueur faible d'une lampe de chevet. Je me suis arrêté et je suis resté planté là une bonne dizaine de secondes. Puis, je suis retourné vérifier le système. Toujours inoccupé. Aucun client arrivé sans réservation. Aucun problème de clé. Je suis resté debout à l'accueil, à passer en revue les explications possibles. La femme de ménage avait laissé une lampe allumée. La maintenance était passée sans le noter. J'ai presque fini par m'en convaincre. Puis j'ai repensé à la pancarte « Ne pas déranger » et au bruit de cette porte qui s'était refermée. Et ma nuque s'est crispée. J'ai pris le pass et j'ai marché lentement dans le couloir. Devant la chambre 9, j'entendais la télévision. Basse, à peine audible, comme si quelqu'un l'avait baissée pour avoir juste un peu de compagnie. J'ai frappé et dit que c'était la maintenance. Rien. J'ai refrappé à nouveau. Rien. J'ai déverrouillé la porte et je l'ai poussée. La lampe était allumée, la télé aussi, sur les infos locales. Le son presque coupé. Le dessus de lit était légèrement froissé d'un côté, comme si quelqu'un s'était assis dessus. La porte de la salle de bain était vide, lumière éteinte, vide. J'ai vérifié partout,
Personne. J'ai tout éteint, refermé la porte et je suis retourné à l'accueil. Je n'ai pas dormi pour le reste du service. Je me suis dit que c'était un bug du système, que quelqu'un avait occupé la chambre plus tôt dans la semaine et que ça ne s'était pas mis à jour correctement. J'ai presque fini par y croire. Mais le mercredi suivant, la collègue de jour a mentionné comme ça en passant qu'elle avait trouvé la télé allumée dans la chambre 9 en l'ouvrant pour un client. Elle en a ri, elle a dit qu'elle pensait à un fantôme. J'ai souri sans rien dire. Cette même nuit, vers 2 heures du matin, j'ai entendu la machine à glaçons se mettre en route au bout du couloir. Normal. Puis, sous ce bruit, des pas, lents, sans hâte. Ils se dirigeaient vers le hall. J'ai regardé l'image du couloir sur le moniteur, vide. Mais les pas continuaient d'approcher. Puis, ils se sont arrêtés juste devant la porte derrière mon bureau. La porte que je laisse toujours calée ouverte à 2 mètres de ma gauche. Je me suis retourné pour la regarder. Encadrement vide. Couloir plongé dans le noir. Puis je l'ai entendu. À peine audible. Une longue expiration lente dans l'obscurité, juste derrière la porte. Patiente, maîtrisée. Comme si la personne, qui qu'elle soit, se trouvait là depuis une bonne partie, sans aucune hâte. J'aurais dû appeler quelqu'un. Au lieu de ça, je me suis levé, je suis allé jusqu'à la porte et j'ai éclairé le couloir avec la lampe de mon téléphone. Rien. Je me suis dit que c'était une bouche d'air et je suis retourné à l'accueil. Ça a été ma 2e erreur. Quelques semaines plus tard, même service, le même silence de mort vers 2 heures du matin. J'ai entendu la porte latérale racler et s'ouvrir, puis racler à nouveau, comme si quelqu'un l'avait laissée se refermer pour la rouvrir lentement. Je suis allé jusqu'au comptoir, couloir vide. J'ai décidé de faire une ronde. Une partie de moi voulait une vraie explication plus qu'elle ne voulait être prudente. Je suis passé devant la chambre 7, puis 8. En arrivant à la chambre 9, la pancarte « Ne pas déranger » était de nouveau sur la poignée. Le ménage était pourtant passé depuis l'après-midi. Je ne l'avais pas mise là. Je suis resté immobile avec la pancarte en les mains, à fixer la porte. Puis, j'ai ouvert. Il était déjà en mouvement quand la porte s'est ouverte. Il m'a frappé violemment à la poitrine avec ses 2 mains, avant que je puisse reculer, et je suis tombé sur le sol du couloir. La lampe a glissé hors de portée. Je ne pouvais plus respirer. Je suis resté allongé là, à essayer de faire revenir l'air dans les poumons. Il m'a enjambé. J'ai eu droit peut-être à 2 secondes de lui. Grand, fin, veste d'oire. Son visage était calme. Il m'a regardé comme on regarde quelque chose qui nous dérange légèrement. Puis il s'est penché et a refermé sa main sur ma gorge. Sans serrer, juste posé là, pour me faire sentir le poids de sa main. Il a gardé cette position pendant 4 ou 5 secondes, puis il a relâché, m'a enjambé à nouveau et s'est dirigé vers la porte latérale. J'ai entendu la porte racler en s'ouvrant, puis en se refermant. La police a fouillé le parking et la route. Rien. Un agent m'a demandé si quelque chose avait été volé. Rien n'avait été disparu. La chambre 9 était intacte, à part le dessus de lit, froissé d'un côté, exactement comme la toute première nuit. Personne n'a pu expliquer ce qu'il voulait. Il revenait dans cette chambre depuis des semaines, sans rien voler, sans déranger les clients, juste être là. Et quand j'ai finalement été assez près de lui, il n'a pas fui. Il a posé sa main autour de ma gorge et m'a regardé comme s'il était en train de décider quelque chose. Je ne sais toujours pas ce qu'il a décidé. Je suis passé dans un autre établissement après ça, en service de jour, mais je pense encore à la façon dont il m'a regardé. Calme, comme s'il l'avait déjà fait, comme s'il avait bien intention de recommencer. J'ai trouvé un boulot dans un entrepôt logistique l'été après mes 23 ans. Rien de glamour, scanner des colis, mettre à jour l'inventaire, rester assis devant un ordinateur dans une salle qui sentait le carton et le produit d'entretien pour sol. Les horaires étaient durs, de 16h à minuit, mais la paye était correcte et j'avais besoin de quelque chose pour tenir le temps de comprendre ce que je voulais vraiment faire de ma vie. On devait être une 12aine sur l'équipe de nuit. La plupart étaient des gens normaux qui faisaient juste leur travail. Il y avait un gars, par contre, un certain Denis, que j'ai remarqué dès ma première semaine. Il devait avoir une 40aine d'années bien tassées, trapu, avec une barbe courte et grise qui ne semblait jamais pousser ni disparaître. Il travaillait au fond, près du quai de chargement, donc on ne se croisait pas souvent. Mais de temps en temps, je levais les yeux de mon poste et il était là, debout à l'autre bout de l'entrepôt, sans rien faire, juste tourné vaguement dans ma direction. Pas vraiment en train de me fixer, juste orienté vers moi. Je me disais qu'il décrochait, fatigué comme nous tous. Je n'y ai pas trop prêté attention à l'époque.
La deuxième fois que quelque chose m'a paru bizarre, c'était environ 3 semaines après mon arrivée. J'étais en pause déjeuner dans la salle de repos, en train de manger seul, parce que j'étais arrivé en avance et que ma pause ne correspondait à celle de personne d'autre. Denis est entré, s'est servi un café et s'est assis à la table juste en face de moi, alors que toutes les autres tables étaient vides. Ça en soi, ce n'est pas bizarre, les gens font ça. Ce qui était bizarre, c'est qu'il n'a rien dit pendant presque 1 minute entière, juste assis là à remuer son café lentement, à me regarder ouvrir mon sandwich. Puis il a dit, très calmement, « C'est toi qui conduis la voiture blanche, non? Celle avec la bosse sur la portière passager. » J'ai répondu « Oui ». Ce n'est pas bizarre, je me suis dit. On se garait tous sur le même parking, il avait sûrement juste remarqué ça comme n'importe qui aurait pu le faire. Il a hoché la tête comme s'il venait de confirmer quelque chose qu'il savait déjà, puis il s'est levé et il est parti. Il n'a pas touché à son café. Je me suis dit que c'était juste de la conversation, une conversation maladroite. Les gars d'entrepôt ne sont pas toujours doués pour discuter. Mais il y avait quelque chose dans la façon qu'il avait eu de le dire, pas vraiment comme une question, plutôt comme une affirmation, qui m'est resté en tête pour le reste du service. Vers la 6e semaine, j'ai commencé à remarquer des choses avec ma voiture. Rien de dramatique, juste de petits détails difficiles à cerner. Une fois, j'étais presque certain de m'être garé plus près de l'entrée, et quand je suis sorti à minuit, ma voiture était plus loin dans le parking que dans mon souvenir. Une autre fois, le siège semblait légèrement différent, comme si la position était décalée d'un cran. Les 2 fois, je me suis convaincu que je me trompais. Tu te gares dans un parking sombre à 16h et tu reviens à minuit. Ton cerveau comble les trous, c'est normal. Je le savais, mais j'ai commencé à prendre l'habitude de photographier l'endroit où je me garais, juste pour avoir un repère. Avec le recul, le fait que j'ai commencé à faire ça sans m'avouer pourquoi, ça en dit long. Environ 2 mois après mon arrivée, Denis a arrêté de venir. J'ai remarqué son absence plus que je ne l'aurais cru. Pas vraiment du soulagement, plutôt ce malaise particulier d'attendre la fin d'une phrase déjà commencée. J'ai demandé à un autre gars, un manutentionnaire nommé Phil, si Denis avait démissionné. Phil m'a dit qu'il avait été viré, un problème d'assiduité, et il a haussé les épaules comme si ça n'avait pas d'importance. Cette même semaine, je suis rentré de mon service vers 00h30, plus tard que d'habitude, parce qu'on avait eu un gros retard à rattraper. J'étais dans la cuisine en train de me servir un verre d'eau quand j'ai regardé par la fenêtre derrière, par habitude. Le genre de réflexe qu'on a quand il fait nuit et que la lumière de l'intérieur rend la vitre réfléchissante. Mais cette fois, le reflet a légèrement bougé. J'ai regardé de plus près. Il y avait quelque chose au bord de mon jardin, près de la clôture. J'ai éteint la lumière de la cuisine pour mieux voir. Une silhouette, complètement immobile. Je n'arrivais pas à distinguer de visage, juste une forme, la carrure de quelqu'un de trapu, debout entre ma clôture et la lisière des arbres. J'ai regardé pendant environ 30 secondes. La silhouette ne bougeait pas. Puis j'ai rallumé la lumière et le temps que mes yeux s'adaptent, l'endroit était vide. Je n'ai pas bien dormi pendant les nuits qui ont suivi. Je n'ai pas appelé la police parce que je ne pouvais pas leur dire que j'avais vu une silhouette dans mon jardin qui avait disparu quand j'ai allumé la lumière. Il n'y avait rien de concret à signaler. Puis, 5 jours plus tard, je suis sorti pour aller à ma voiture avant mon service et j'ai trouvé quelque chose sur le pare-brise. Pas de mots, pas de dégâts. C'était une photo imprimée, du genre qui sort d'une imprimante de bureau, légèrement glacée. C'était une image de ma fenêtre de cuisine, prise depuis l'extérieur, noire. D'après l'angle et ce qu'on voyait à travers la vitre, ça devait avoir été pris dans les dernières semaines, parce que la petite plante que j'avais déplacée sur le comptoir était dans le cadre et je ne l'avais bougée que récemment. J'étais visible aussi, à peine. Une forme, près du comptoir, légèrement floue. Je suis resté planté dans mon allée pendant un bon moment à regarder cette photo. Cette fois-là, j'ai fini par appeler la police. Ils sont venus, ont récupéré la photo, rédigé un rapport et m'ont demandé si j'avais une idée de qui aurait pu faire ça. Je leur ai parlé de Denis. Ils m'ont dit qu'ils allaient se pencher sur la question. Je n'ai jamais eu de retour utile. Qui que ce soit, Denis, quel que soit son nom de famille, quoi qu'il ait fait, rien n'en est jamais sorti officiellement. Je suis passé à un poste de jour dans un autre site environ 1 mois après. Il m'arrive toujours de repenser à cette photo. Pas tellement pour ce qu'elle impliquait sur ce qu'il avait fait, même si c'est déjà assez grave en soi. Ce qui me reste, c'est que sur cette photo, j'ai l'air complètement inconscient de tout. Juste debout dans ma cuisine, la nuit, chez moi, sans rien savoir. C'est ça qui ne me quitte pas. Le fait qu'il n'y ait aucun moyen de savoir combien de fois c'est arrivé avant la seule fois où il a décidé de me le montrer. Je m'en souviens comme si c'était hier.
même si tout s'est passé en 2009, quand j'avais seulement 19 ans et que je vivais encore chez mes parents avec ma sœur, Emily. Nous habitions dans une banlieue tranquille près de Seattle. Mon père avait finalement cédé et installé la télévision par câble. Mais bien sûr, le décodeur n'était branché que dans le salon. Je mourrais d'envie de regarder MTV dans ma chambre sans devoir supplier pour avoir la télécommande chaque soir. « Alice, tu es assez grande pour te débrouiller toute seule maintenant », dit mon père un soir en me lançant les clés de son pick-up. « Va acheter cet émetteur audio-vidéo chez Best Buy. Il transmettra le signal jusqu'à la télévision de ta chambre. » Je souris comme une idiote. « Merci papa, tu es le meilleur. » Ma mère leva les yeux au ciel depuis la cuisine. « Ne transforme pas la maison en expérience scientifique, d'accord ? Je ne veux pas voir des câbles partout. » Le samedi suivant, Émilie et moi étions seuls à la maison. Elle était dans sa chambre à l'étage, probablement en train d'écouter Avril Lavigne à fond sur son lecteur CD. Elle avait 16 ans. J'ouvris fébrilement la boîte dans le salon, me sentant comme un génie de la technologie. L'émetteur était un appareil encombrant avec des câbles RCA et un récepteur destiné à ma chambre. Je le branchai au décodeur, descendis connecter l'autre extrémité à mon vieux téléviseur cathodique, puis commençai à changer de chaîne. De la neige. Rien. Je passais de longues minutes à monter et descendre les escaliers, à vérifier les branchements et à marmonner des jurons. « Allez, sale machin !» Finalement, quelque chose apparut à l'écran. Des lignes floues dansaient devant mes yeux. Je m'assis sur mon lit en attendant que l'image se stabilise. Puis, une pensée me traversa l'esprit. Le décodeur à l'étage n'était même pas allumé. Quoi ? Comment pouvais-je recevoir un signal ? L'image devint soudain plus nette. Et là, je le vis. Un lit. Pas n'importe quel lit. Un grand lit de place avec des draps froissés et une table de chevet encombrée de flacons de lotion et d'une photo encadrée. Mon cœur se mit à battre violemment. J'avais regardé le film Le Cercle, celui où la fille sort du téléviseur. Ou encore pire, Fenêtre sur cour, avec son histoire d'espionnage de voisinage qui tourne mal. Était-ce ma chambre ? Quelqu'un m'observait-il ? Je me précipitai à l'étage. « Émilie, descends immédiatement !» Elle passa la tête hors de sa chambre, les écouteurs autour du cou. « Quoi ? Je suis occupée. Viens tout de suite, ça me fait peur. » Je l'attrapai par le bras et la traînai jusqu'à ma chambre. L'image était toujours là, plus aucun parasite. Nous restâmes figés devant l'écran. « Ce n'est pas mon lit, » dis-je finalement, ressoulagé mais confus. « Regarde la couverture, la mienne est bleue. » Émilie plissa les yeux. « Alors, à qui appartient-il ? Et comment on le voit ?» Nous examinâmes le récepteur. Il capta une fréquence sans fil. Quelque chose diffusait cette image. « Une caméra cachée ?» demanda Émilie. « C'est comme dans ces émissions où une caméra de surveillance filme un cambriolage. » « Oui, mais la caméra de qui ?» Nous restâmes fascinés jusqu'au retour de nos parents. Mon père entra avec les sacs de courses. « Les filles, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez vu un fantôme ou quoi ?» Je pointai l'écran. « Papa, regarde, on a branché l'émetteur, mais il capte l'image d'une chambre. » Il fronça les sourcils et s'approcha. Ma mère se plaça derrière. Après quelques secondes, il déclara « C'est la chambre des Martin. »« Les Martin ? Nos voisins ?» demanda ma mère. « Oui, tu vois cette tête de lit ? Je l'ai aidé à l'installer l'été dernier. » « Mais comment pouvons-nous recevoir leur signal ? Probablement un appareil sans fil de courte portée, un baby monitor ou quelque chose. » Émilie ricana nerveusement. « Peut-être qu'ils s'espionnent mutuellement, genre pour vérifier une infidélité. »« Émilie !» la reprit ma mère, mais je voyais bien qu'elle se posait la même question. Nous pensions tous assister à une sorte de drame conjugal. Peut-être Bob ou Cynthia surveillant l'autre. Ou peut-être qu'ils s'étaient installés eux-mêmes une caméra pour des raisons plus personnelles. « C'est malsain, » dit ma mère. « On devrait éteindre ça. » Mais nous ne l'avons pas fait, pas tout de suite. La curiosité fut plus forte. Pendant plusieurs jours, nous jetions régulièrement un coup d'œil à l'écran. La chambre était vide la plupart du temps. Bob et Cynthia travaillaient. Leur maison était en pleine rénovation et une équipe de plombiers intervenait chaque jour pour refaire la salle de bain. « Tu vois, rien d'intéressant, » dis-je à Émilie un après-midi. « Juste un lit vide. » « Oui, mais c'est quand même effrayant de savoir que cette caméra existe. » Puis, un jour de semaine, ma mère et moi étions seuls à la maison. Par habitude, j'allumais le téléviseur et je me figeais. « Maman, viens voir !» Un homme venait d'entrer dans la pièce. C'était le plombier, celui que nous voyions travailler chez les Martin depuis plusieurs semaines. Au début, il faisait les 100 pas. Puis, il ouvrit une commode, le tiroir de Cynthia. Il en sortit une culotte rouge en dentelle et la porta lentement à son visage. Il inspira profondément. Mon estomac se noua. « Mon Dieu !»
Maman, il est en train de sentir ses sous-vêtements. » Ma mère accourut et porta une main à sa bouche. C'est répugnant. Nous observions la scène avec horreur. L'homme fouillait dans les affaires intimes de Cynthia. Puis, il s'immobilisa. Ses yeux se tournèrent vers une coin de la pièce. Lentement, il s'approcha de la caméra et fixa l'objectif. Mon sang se glaça. « Il sait qu'on le regarde », murmurai-je. « Non, appelle ton père immédiatement. » Je composais son numéro d'une main tremblante. « Papa, le plombier est dans la chambre des Martin. Il fait des choses bizarres avec les affaires de Cynthia et il a regardé directement la caméra. » La voix de mon père resta calme mais tendue. « Ne bougez pas, j'arrive. » Quand il rentra à la maison, le plombier, Gary, comme nous l'apprendrions plus tard, avait déjà quitté les lieux après avoir manipulé l'appareil. Ma mère était bouleversée. « Tom, ne nous mêlons pas de ça. Et s'ils s'en prenaient à nous ? Nous devons les prévenir, » répondit mon père. « Et si c'était encore pire que ce que nous imaginons ?» Malgré les protestations de ma mère, il alla frapper chez les Martin. Bob et Cynthia étaient déjà rentrés. Au début, ils semblaient incrédules. Une caméra dans notre chambre ? Impossible. Mon père les conduisit à l'étage. Ils découvrirent alors la vérité. L'appareil installé dans le mur ressemblait à simplement un moniteur de compteur d'eau posé pendant les travaux. Mais derrière se cachait une petite caméra sans fil orientée directement vers leur lit. Lorsque Cynthia la vit, elle poussa un cri. Cette espèce de pervers, il nous espionnait. La police arriva moins d'1 heure après. 2 agents prirent les témoignages. « Madame, pouvez-vous décrire ce que vous avez observé ?» Bob faisait les 100 pas. Nous lui faisions confiance. Il travaille ici depuis des mois. Mon père expliqua comment nous avions capté le signal par accident. L'enquête commença immédiatement. Pendant 1 semaine, notre rue fut envahie par les voitures de police et les rumeurs. Les nuits étaient les pires. Je restais éveillé à imaginer des yeux posés sur moi. Ma mère vérifiait constamment les serrures. Émilie dormait avec la lumière allumée. « Alice, tu crois qu'il est toujours là ?» demandait-elle parfois. « J'espère que non, mais je n'en étais pas certaine. » Quelques jours plus tard, ma mère et moi discutâmes avec Cynthia par-dessus la clôture. « Alors, qu'est arrivé à Gary ?» Cynthia baissa la voix. « La police a perquisitionné chez lui. Ils ont trouvé des vidéos de nous pendant notre sommeil, quand nous nous changions, même des moments très intimes. » Elle marqua une pause. « Et tu sais le pire, la nuit, il se garait dans notre rue avec son ordinateur portable et regardait la caméra en direct. Lorsque ma mère me raconta cela, un frisson me parcourut. « Une voiture familiale ? » ?»« Oui. »« Bleu de foncé ?» Ma mère acquiesça, avec des vitres teintées. Des souvenirs me revinrent instantanément. Les soirs où je rentrais de chez mon amie Léna, les retours de fête tardant la nuit. Cette voiture, toujours garée à une 30aine de mètres de chez nous, moteur coupé. Je m'étais souvent regardé dans ces vitres pour remettre mes cheveux en place, sans jamais imaginer qu'une personne se trouvait à l'intérieur. « C'était lui », dis-je à Émilie ce soir-là. « Il était là tout le temps. »« Burke, tu crois qu'il nous regardait aussi ?» Je n'avais pas envie de connaître la réponse. Nous avons finalement abandonné l'émetteur audio-vidéo, et je me suis contenté de regarder la télévision dans le salon. Je m'appelle Émilie. Enfin, c'est le prénom que je vais utiliser ici. Et tout cela s'est passé au printemps 2023. Je galérais avec mes études de pré-médecine, jonglant entre 2 emplois à temps partiel, dans un café du campus et comme tutrice, tandis que ma colocataire Jessica semblait traverser la vie portée par l'argent de papa. Nous nous étions rencontrés grâce au système d'attribution des logements universitaires. Elle venait d'une banlieue huppée du comté d'Orange, le genre d'endroit où les adolescents reçoivent une BMW pour leurs 16 ans. Moi, j'ai grandi dans un modeste appartement à Fresno, avec ma mère célibataire, survivant grâce aux bourses et aux prêts étudiants. Dès le premier jour, nos mondes se sont opposés. Jessica était magnifique, de cette beauté naturelle qui ressemble à un filtre Instagram. De longues ondulations blondes, un corps sculpté par le yoga, toujours habillée en Lululemon ou dans la dernière marque de vêtements de sport à la mode. Elle faisait résonner des playlists de Taylor Swift à 2 heures du matin et balayait les plaintes d'un rire. « Oh, Em, tu es vraiment une mamie !» se moquait-elle quand je lui demandais de baisser le volume. Mais les vrais problèmes ont commencé avec son impulsivité. Un après-midi, juste avant les vacances de printemps, je courais entre mon cours de biologie et le laboratoire de chimie, quand j'ai décidé de repasser au dortoir récupérer un cahier oublié. Dès que j'ouvris la porte, une étrange odeur métallique me frappa, comme du métal surchauffé et mélangé à de la vapeur. Je suivis l'odeur jusqu'à la cuisinière. Là, une casserole était sur le feu.
Des œufs s'entrechoquaient dans à peine 1 centimètre d'eau bouillante, tandis que le brûleur fonctionnait à puissance maximale. Jessica les avait mis à cuire pour son déjeuner sain, avait préparé son sac Louis Vuitton pour partir à Cabo avec son petit ami, puis était simplement partie. « Jessica, tu es là ?» Aucune réponse. La chambre était vide. Son côté de la pièce ressemblait à une zone sinistrée, vêtements de marque éparpillés partout, valises à moitié remplies. J'éteignis immédiatement la cuisinière, le cœur battant. Si j'étais arrivé 5 minutes plus tard, l'eau se serait évaporée et incendie. Au minimum, une alarme. Au pire, tout le bâtiment en flammes. Je lui envoyai un message. « Tu as laissé des œufs sur le feu. Tu as failli mettre le dortoir en feu. » Elle répondit plusieurs heures plus tard depuis l'aéroport. « OMG, merci M, tu m'as sauvé la vie. » Aucune excuse, juste des emojis. C'était tout Jessica, négligente, privilégiée, persuadée que le monde entier était là pour réparer ses erreurs. Et ce n'était pas seulement les œufs. Quelques semaines auparavant, elle avait introduit clandestinement 3 cochons d'Inde dans la résidence universitaire, en violation totale du règlement. « Ils sont tellement mignons, M. Regarde leur petite tête », s'extasia-t-elle un soir en les sortant d'une boîte en carton cachée sous son lit. Elle les avait baptisés Fluffy, Whiskers et Peanut. Mais Jessica n'était presque jamais là. Elle passait 90% de son temps chez son petit ami Tyler, dans son appartement hors campus. Il y dormait après les soirées ou les sessions d'études qui comportaient davantage de rosé que de manuel. Elle revenait tous les 2 ou 3 jours pour leur jeter un peu de nourriture. C'était tout. Les pauvres bêtes vivaient dans l'obscurité sous son lit, poussant de petits couinements plaintifs lorsque je regardais à l'intérieur. « Ce n'est pas une bonne situation, Jess. Ces animaux ont besoin d'espace et d'attention. » Elle leva les yeux en rejetant ses cheveux en arrière. « Ils vont très bien, M. Arrête d'être dramatique. Mes parents ont une ferme entière à la maison. Les animaux m'adorent. » Mais ils n'avaient pas l'air de bien aller. Leur pelage était mêlé, leur cage sentait mauvais. Je me sentais désolé pour eux et leur apportais discrètement des légumes quand elle oubliait de les nourrir. Jessica incarnait parfaitement la fille riche et gâtée. Elle cassait ma tasse préférée et haussait les épaules. « Bah, achète-en une autre. Ça coûte quoi, 5 $? » Ou encore, elle empruntait le chargeur de mon ordinateur portable et me le rendait abîmé, me proposant simplement de m'envoyer de l'argent sans même vérifier si je pouvais avancer les frais. Ce n'est pas grave. Comme si tout le monde possédait un fonds fiduciaire. Quelques jours plus tard, juste après les vacances de printemps, Tyler la quitta. Je rentrais au dortoir en soir et je la trouvais en larmes sur son lit, le mascara coulant sur ses joues, entouré de mouchoirs froissés et d'un pot vide de glace Ben & Jerry's. C'est un salaud. Et puis j'ai découvert qu'il couchait avec cette fille de la sororité Delta Cap. Je m'assis maladroitement à côté d'elle. C'est vraiment nul, Jess. Tyler est un idiot. Au fond, je n'étais pas surprise. Tyler était le stéréotype du garçon de fraternité incapable d'être fidèle. Mais la voir si brisée éveilla quelque chose en moi. Elle avait toujours eu la vie parfaite, tandis que je comptais chaque centime pour acheter mes manuels. Maintenant, elle était vulnérable. Et dans sa colère, elle fit quelque chose d'impardonnable. « Je le déteste, je déteste tout !» hurla-t-elle en attrapant Peanut, le plus petit des cochons Andy. Avant que je puisse réagir, elle le lança à travers la pièce. L'animal passa par la fenêtre ouverte et disparut dans la cour. Nous le cherchâmes pendant des heures, sans succès. Mort ou fui, peut-être libre. Jessica s'effondra en pleurs. « Peanut, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis un monstre !» Pendant quelques jours, elle mangeait à peine et ne se présenta plus en cour. Les 2 autres cochons Andy restaient recroquevillés dans leur cave, terrorisés. C'est là que j'ai vu une opportunité. J'en avais assez d'être la fille pauvre dans l'ombre, observant Jessica gaspiller des occasions pour lesquelles j'aurais tout donné. Ma famille n'était pas particulièrement soudée. Ma mère travaillait comme infirmière avec des horaires irréguliers, et mon oncle Richard était le mouton noir de la famille. Il avait la cinquantaine, était divorcé et immensément riche après avoir vendu une start-up technologique dans les années 90. Mais c'était aussi un homme égoïste, condescendant, toujours prêt à nous mépriser. « Les choix de ta mère, Émilie, disait-il avec dédain lors des réunions familiales. La pauvreté est un état d'esprit. » Nous ne nous parlions plus depuis des années, mais je savais qu'il avait un faible pour les femmes beaucoup plus jeunes que lui. Cette nuit-là, je parcourus le compte Instagram de Jessica. Une succession infinie de selfies, de photos de plage à Cabo, de poses dans des robes de créateurs. L'appât parfait.
Je lui ai envoyé un message. « Salut, ça fait longtemps. Tu te souviens de ma colocataire Jessica? Elle traverse une rupture difficile, très vulnérable en ce moment. Peut-être que tu pourrais lui remonter le moral. Peut-être lui offrir un nouveau cochon Zandi. Elle adore les animaux. » Je joignis le lien vers son profil. Il répondit presque immédiatement. « Un cochon Zandi, c'est original. Qu'est-ce que j'y gagne, ma nièce ?» Toujours aussi direct. Je lui répondis. « Elle est belle, riche et le cœur brisé. Je peux te guider, te dire ce qu'elle aime. En échange, j'ai besoin d'argent. Je me noie sous les prêts étudiants. » Après une pause, il écrivit « Marché conclu. Envoie-moi les détails. » Le week-end suivant, Richard se présenta au dortoir avec un magnifique cochon Zandi blanc dans une cage luxueuse, accompagné de friandises bio et d'un lit en peluche. Jessica ouvrit la porte. « Bonjour ?» Richard afficha son sourire charmeur. « Je suis Richard, l'oncle d'Émilie. J'ai entendu parler de ton petit accident avec ton animal. Je pensais que cela pourrait te faire plaisir. » Il lui tendit la cage. Le visage de Jessica s'illumina. « Oh mon Dieu, il est adorable. Merci infiniment. » Elle le serra spontanément dans ses bras. Je regardais la scène depuis le canapé en faisant semblant d'étudier. « Émilie m'a dit que tu aimais les animaux. Peut-être que nous pourrions dîner ensemble un jour de cela, chez Nobu par exemple. » Jessica hésita et me regarda. J'acquiesçai. « Vas-y Jess, tu mérites de penser à autre chose après Tyler. » Cette nuit-là, elle me confia. « Ton oncle est plutôt séduisant pour un homme de son âge et tellement généreux. » Je souris intérieurement. Oui, il est très riche et très attentionné. Au fil des semaines suivantes, je jouais les cupidons pervers. Je donnais des conseils à Richard. Elle adore les sushis et le rosé. Emmène-la dans ce bar toiture à Santa Monica. Offre-lui des AirPods ou un collier Tiffany. Rien de trop extravagant au début. Jessica revenait de ses rendez-vous rayonnantes. « M, il m'a emmené dans un spa incroyable et il est tellement expérimenté. » « Raconte-moi. » Je faisais semblant de participer aux confidences entre amis tout en mémorisant chaque détail pour Richard. En échange, mon compte bancaire se remplissait. 500 $ par-ci, 1000 $ par-là. « Pour tes services », écrivait-il souvent. Soudain, je pouvais m'offrir de nouveaux vêtements, manger au restaurant sans culpabilité, et même financer le voyage en Europe dont je rêvais depuis des années. Paris, Rome, Amsterdam. Une échappatoire à ma vie misérable. Pendant ce temps, Jessica s'occupait désormais beaucoup mieux de ses animaux. Le nouveau cochon Zandi s'appelait Lucky. Les autres avaient obtenu une cage plus grande. Mais elle ignorait totalement mon rôle dans cette histoire. Il est tellement attentionné, M. Il m'achète des robes, m'emmène dans sa maison de plage. On a passé toute la nuit ensemble. Richard lui aussi se confiait lors de ses appels tardifs. Tes conseils sont excellents. Elle vaut chaque centime. Je reprimais mon dégoût. C'était un prédateur, mais son argent restait utile. À l'arrivée de l'été, ils étaient devenus inséparables. Jessica avait déménagé la plupart de ses affaires chez lui, laissant le dortoir silencieux. Moi, je préparais mon départ pour l'Europe, financé par sa générosité intéressée. Le jour de mon départ, je passais devant son ancienne chambre, désormais remplacée par la suite d'invités de Richard dans sa villa de Malibu. La porte était entr'ouverte. Lucky sortit en trottinant et renifla près du seuil. Je m'accroupis pour lui caresser doucement la tête. « Bon garçon !» Puis je me relevai, ajustai mon sac à dos et quittai les lieux. Après tout, toute cette histoire était mon maître-œuvre. Mon oncle Dennis a aménagé dans une résidence pour retraités il y a quelques années et il adorait cet endroit. Il n'arrêtait pas de m'inviter à lui rendre visite, mais j'étais toujours trop occupé. En juin dernier, j'ai enfin réussi à trouver le temps. Je ne suis resté qu'une semaine, mais c'était largement suffisant. Je n'avais aucun programme particulier pendant mon séjour. J'ai trouvé sa maison sans difficulté. Il vivait dans un quartier résidentiel sécurisé, entouré de grilles qui s'étendaient sur 3 ou 4 pâtés de maisons. Je suis passé devant plusieurs de ses voisins avant de me garer dans son allée. Dennis m'attendait déjà sur le porche avant même que je ne puisse frapper à la porte. « Je t'ai vu sur la caméra Ring », lança-t-il avec un grand sourire. « Tu as fait bonne route. » Il me fit entrer et me montra toute la maison. La chambre d'amis était très correcte, mais je décidai de dormir sur le canapé du salon. Comme ça, je pourrais regarder la télévision sur son immense écran pendant qu'il dormait. Il me fit également visiter son jardin arrière, où se trouvait une belle collection de mangeoires à oiseaux. L'endroit était magnifique, jusqu'à ce que je remarque une vieille femme qui nous observait depuis les buissons. Je sautai.
Ne fais pas attention à elle, dit l'oncle Denis. C'est ma voisine, Loïs. Elle est un peu bizarre. Il réfléchit un instant. Je crois qu'elle vient de Roumanie. Elle passe son temps à marcher dans le quartier et à fixer les gens du regard. On finit par s'y habituer. Moi, je ne m'y habituerai jamais, répondis-je. Cette nuit-là, je regardais une émission de télé-réalité sur l'énorme télévision de Denis pendant qu'il ronflait dans sa chambre. Soudain, l'image changea. Les 5 femmes qui buvaient du vin disparurent. À leur place, apparut une vidéo granuleuse en noir et blanc montrant une vieille femme vêtue d'un tutu noir. Elle se tenait au milieu d'une pelouse. Puis, elle commença à danser. Ses mouvements avaient quelque chose d'hypnotique et de profondément dérangeant. Je cherchais la télécommande. Pourquoi la chaîne avait-elle changé? Puis, je compris. Je ne regardais pas une émission. La télévision était connectée à la caméra Ring et affichait les images de la cour avant. Je regardais plus attentivement. Ma voiture apparaissait à l'arrière-plan. Puis, la danseuse disparut. Troublé, j'ouvris la porte d'entrée et regardai dehors. La cour était vide. La vieille femme avait disparu. Avais-je imaginé toute la scène? Pendant le reste de la nuit, j'essayais de me convaincre qu'il s'agissait d'un rêve particulièrement réaliste. Malgré tout, le lendemain matin, j'en parlais à Denis. Il haussa les épaules. Oui, probablement un rêve. Nous passâmes le reste de la journée à nous promener dans le quartier, à rencontrer ses amis et à profiter d'un agréable barbecue. Heureusement, Loïs n'était pas présente, mais je la vis rôder dans la rue à plusieurs reprises. J'aperçus notamment ses longs cheveux gris, exactement les mêmes que ceux de la danseuse. Était-ce la même personne? Cela semblait évident. Je ne savais pas ce qui clochait chez Loïs, mais j'avais déjà décidé de garder mes distances. Cette nuit-là, je ne tentais même pas de dormir. J'attendais que la caméra se réactive. Et peu après minuit, l'écran s'alluma de nouveau. La vidéo granuleuse montrait Loïs dansant le ballet dans la cour. Tout se déroulait exactement comme la veille. Même tutu noir, même chorégraphie. Mais cette fois, j'étais prêt. Je bondis du canapé et me précipitai dehors. J'atteignis la vieille femme avant qu'elle ne disparaisse. Je la saisis par ses épaules maigres. À ma surprise, elle ne résista pas. Elle tourna simplement lentement la tête vers moi. Je poussai un cri étouffé. De près, je réalisais que ce n'était pas Loïs, pas du tout. C'était une autre vieille femme, une femme horrifiante. Ses yeux regardaient dans des directions différentes. Ses joues s'étaient creusées à l'extrême, faute de dents. Comment avais-je pu me tromper avec Loïs? Elles avaient la même chevelure, mais tout le reste semblait être une version déformée de son visage, comme dans un miroir de fête foraine. « Qui êtes-vous » demandai-je. Au lieu de répondre, elle se pencha vers moi et m'embrassa. Je tentais de me dégager. Ses lèvres rugueuses effleurèrent ma joue. Ce fut l'un des moments les plus répugnants de toute ma vie. Je la repoussai immédiatement. Pourtant, l'endroit où ses lèvres avaient touché ma peau me brûlait déjà. Elle éclata d'un rire enfantin, puis se mit à danser en s'éloignant dans l'obscurité. Je ne cherchais pas à la poursuivre. Je retournai à l'intérieur, je pris une très longue douche, puis je me suis remis sur le canapé. Et je suis resté là jusqu'au matin à essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Heureusement, l'oncle Denis se réveillait toujours tôt, donc je n'eus pas à attendre longtemps pour tout lui raconter. Au début, il ne me croyait pas, et honnêtement, je ne pouvais pas en vouloir. Une ballerine âgée apparaissant au milieu de la nuit n'avait aucun sens, mais lorsqu'il remarqua une irritation étrange sur ma joue, exactement au même endroit où la femme m'avait embrassé, son attitude changea. Je courus dans la salle de bain pour me regarder dans le miroir. Le centre de ma joue était couvert de petites pustules rouges et blanches, on aurait dit une poussée d'acné concentrée sur une seule zone. Les lésions s'étendaient jusqu'au coin de ma bouche. C'était horrible. Était-ce une forme d'herpès? Je n'en savais rien. Ne sachant que faire, Denis et moi décidâmes de nous rendre à la pharmacie située à quelques rues de la maison afin d'acheter une crème pour la peau. Juste avant d'atteindre le portail magistral de la résidence, j'aperçus Loïs du coin de mon œil. Comme la veille, elle se cachait dans les buissons. Dès qu'elle nous remarqua, elle semblait vouloir s'éloigner. Puis, elle s'arrêta et marcha directement vers moi. Son visage était extrêmement sérieux. Ses yeux étaient fixés sur les nouvelles lésions de ma joue. « Elle est venue te voir cette nuit » murmura Loïs. « Elle t'a embrassé. »« De quoi parlez-vous » demanda Denis sèchement. Loïs inspira profondément. Puis, elle expliqua qu'elle connaissait très bien cette femme dansante, ou plutôt cette Tite. Selon elle,
L'entité avait suivi sa famille depuis son village natal dans son ancien pays. Elle réapparaissait périodiquement pour maudire les maisons avec sa danse. Au fil des années, Loïs l'aurait vu provoquer toutes sortes de tragédies, des accidents de voiture, des crises cardiaques, même l'attaque mortelle d'un ours dans un zoo. Elle apparaît toujours 3 nuits avant qu'un malheur ne frappe, poursuivit-elle. Je sens une présence noire dans ce quartier, c'est pour cela que je patrouille régulièrement pour repérer ces signes. Elle pointa ma joue. Je suis heureuse d'avoir vu cette marque. Maintenant, je peux t'aider avant qu'elle ne revienne pour la 3e nuit. Je regardais Dennis. J'espérais silencieusement qu'il la croirait lui aussi. Son expression était hésitante, mais il voyait à quel point j'étais terrorisé. Finalement, il céda. Très bien, que faut-il ? Loïs acquiesça. C'est un rituel de purification très simple. Je le pratiquerai devant votre maison et vous serez en sécurité. Je poussai un immense soupir de relâchement. Puis, elle ajouta calmement « J'ai besoin de quelques suppléments. Cela coûtera 500 $. Dennis redevint immédiatement méfiant. Mais je le suppliai de payer. Je n'avais pas cette somme. Encore une fois, il finit par céder. Après avoir acheté la crème pour ma joue, nous rentrâmes à la maison. Moins d'1 heure après, Loïs revint, avec un sac de Twizzlers et une courge. Oui, 500 $ pour des Twizzlers et une courge. Elle s'assit dans l'herbe, la courge devant elle. Tout en mâchant les bonbons, elle récita une étrange incantation. Puis, elle ramassa une pierre et écrasa la courge. Le rituel dura environ 10 minutes. Cette nuit-là, la femme dansante ne revint pas. Nous étions sauvés. Le reste de mon séjour se déroula normalement. Nous décidâmes tous deux de tourner la page. Et honnêtement, après le rituel de Loïs, j'ai passé un excellent séjour, même si j'avais toujours du mal à m'endormir sur ce canapé. Je revoyais sans cesse le visage édenté de cette femme. Nous ne revîmes jamais plus Loïs durant le reste de mon voyage, ce qui n'était probablement pas plus mal. Aujourd'hui encore, l'oncle Dennis est persuadé que toute l'histoire était une arnaque. Selon lui, Loïs lui a simplement soutiré 500 $. Il pense que Loïs a demandé à sa sœur de me faire peur, puis qu'elle est arrivée au moment idéal pour réclamer de l'argent. Et honnêtement, Son explication tient la route. même si la femme était monstrueuse, elle ressemblait vaguement à Loïs sur les images floues de la caméra. Elles avaient la même chevelure. Peut-être étaient-elles réellement sœurs. Mais je refuse d'y croire. Il devait y avoir quelque chose de plus. Après tout, j'ai encore aujourd'hui une cicatrice sur ma joue, exactement au même endroit où cette femme m'a embrassé. Je m'appelle Noah, et durant ma 2e année dans une université de taille moyenne du Midwest, j'étudiais les sciences policières. Oui, l'ironie de cette situation vous sautera bientôt aux yeux. Je n'étais pas le genre fêtard, j'étais plutôt le type qui passait son temps à étudier, à s'entraîner à la salle de sport et à rêver d'une carrière dans les forces de l'ordre où je pourrais réellement aider les gens à gérer le chaos. Ce que j'ignorais, c'est que le véritable chaos m'attendait déjà dans mon propre logement. Tout a commencé assez innocemment. Ma première année s'était déroulée sans problème, mais en 2e année, le tirage au sort des logements universitaires m'avait associé à un colosse nommé Jake. Il étudiait la kinésiologie et, pour être honnête, il fumait comme si c'était son 2e métier. Mais voilà le truc, il était plutôt cool. Le matin, on se saluait d'un signe de tête. Il plaisantait souvent sur mon futur métier de policier. « Mec, t'as vraiment l'air du type irréprochable qui fait respecter les règles », disait-il en soufflant un nuage de fumée depuis son côté de la chambre. « Je parie que tu m'arrêterais si tu pouvais. » Je levai les yeux au ciel. Non, chacun vit sa vie, tant que ça n'imprègne pas mes uniformes de cette odeur. Nous n'étions pas les meilleurs amis du monde, mais nous respections les limites de chacun. C'était une cohabitation étrange, mais fonctionnelle. Puis il y eut le dégât des eaux. Un après-midi pluvieux, je remarquai une tache brune qui s'étendait sur le plafond de la salle de bain comme un mauvais tatouage. « Jake, viens voir ça. » Il entra en traînant les pieds et leva les yeux. « Merde, ça va nous tomber dessus pendant qu'on prend notre douche. » Nous signalâmes immédiatement le problème au responsable d'étage, convaincu qu'il serait rapidement réparé. À la place, 1 semaine plus tard, nous reçûmes chacun un avis d'expulsion, séparément, comme si nous étions en plein divorce. Le message était simple, relocalisation immédiate. Jake et moi nous serrâmes les mains dans le couloir. « Écoute, futur officier, évite de tomber avec un tueur en série comme colocataire. » Je ris. « Toi aussi, mec, continue à planer, légalement. » Et c'est ainsi que nos chemins se séparèrent.
Je transportais mes cartons jusqu'à un autre dortoir situé de l'autre côté du campus. Cette fois, il s'agissait d'une suite composée d'un petit espace commun servant à la fois de cuisine et d'entrée, avec 2 chambres individuelles. Je frappais à la porte vers 14 h un mercredi, l'heure où la plupart des étudiants étaient en cours. La porte s'ouvrit lentement. Mon nouveau colocataire apparut, les yeux gonflés de sommeil, les cheveux en bataille et une forte odeur d'alcool de la veille. Des canettes vides jonchaient le sol comme après une guerre de fraternité universitaire. « Salut !» dis-je en tendant la main. « Je suis Noah, ton nouveau colocataire. » Il cligna des yeux. « Quoi ? Ah merde, oui, entre. Moi c'est Tyler. » Il poussait une canette du pied. « Désolé pour le bazar. Grosse soirée. » Le problème, c'est que les grosses soirées étaient quotidiennes. Tyler étudiait officiellement le commerce. Enfin, c'est ce qu'il prétendait. Son horaire surchargé semblait surtout consister à dormir jusqu'à midi, jouer aux jeux vidéo jusqu'aube et accumuler du désordre partout. L'espace commun était devenu son musée personnel de chaussures. Il en possédait au moins 30 paires, des baskets couvertes de boue aux chaussures de ville qui semblaient n'avoir jamais vu un cirage. « Pourquoi tu as autant de chaussures ?» lui demandai-je un jour en essayant d'atteindre le réfrigérateur sans trébucher. Il hocha les épaules. « Il faut avoir du choix. Les filles remarquent ce genre de truc. » Son hygiène était catastrophique. Des piles de vêtements sales s'accumulaient dans les coins pendant des semaines, dégageant une odeur nauséabonde qui envahissait même la cuisine. J'ai fini par prendre tous mes repas sur campus, sandwich, salade, peu importe, tout sauf cuisiner chez nous. « Tu ne manges jamais ici ?» me demanda-t-il un jour. Trop occupé avec les cours. La vérité, c'est que je ne supportais plus la saleté. Et puis, il y avait les cheveux. Tyler se rasait la tête tous les quelques jours à la tondeuse, mais il le faisait au-dessus du lavabo sans jamais nettoyer derrière lui. Des milliers de petits cheveux noirs partout, comme un labrador en pleine mue. Un matin, après la douche, je me séchais avec ma serviette. Heureusement que je gardais mes affaires séparées. Je sentis quelque chose de piquant contre ma peau. Je baissai les yeux. Ma serviette était couverte de ses cheveux. Partout, collés comme du velcro. Mais qu'est-ce que c'est que bordel ? Je retournai immédiatement dans la douche pour me rincer. Plus tard, je l'abordai. « Tyler, tes cheveux sont partout. Tu peux nettoyer après t'être rasé ?» Il éclata de rire. « Détends-toi, mec, ce ne sont que des cheveux, ça repousse. » Les nuits étaient encore pires. Chaque nuit, il entassait 5 ou 6 amis dans sa petite chambre. Des copains de lycée, parfois quelques filles. Il jouait à Call of Duty en hurlant, buvait des bières et remplissait les poubelles de canettes. Les murs étaient aussi fins que du papier. Je restais allongé dans mon lit à fixer le plafond tandis que les cris et les tirs virtuels résonnaient jusqu'au petit matin. « Baissez le volume !» criai-je quelquefois. « Désolé mec !» répondait-il, mais le bruit ne diminuait jamais. J'ai fini par verrouiller ma porte chaque nuit et lancer du bruit de blanc sur mon téléphone pour essayer de dormir. Le manque de sommeil commençait à affecter mes études. Mes notes en justice criminelle baissèrent légèrement. Je devenais irritable. Je m'énervais même contre mes partenaires de travaux de groupe. J'essayais pourtant la voie diplomatique. Un soir, après une nuit particulièrement bruyante, je l'invitais à discuter. « Tyler, il faut qu'on parle. Les chaussures, le désordre, le bruit, cet endroit est devenu invivable pour moi. » Il ouvrit une canette. « Franchement, c'est quoi le problème ? L'université, c'est fait pour s'amuser. » « S'amuser, oui, mais respecte l'espace commun. Nettoie un peu. Réserve les fêtes au week-end. » Il acquiesça. « D'accord, je vais faire un effort. » Rien ne changea. À bout de patience, je me tournai vers la responsable d'étage. Cette situation ne fonctionne pas. Il transforme l'appartement en maison de fraternité. Lucie, une étudiante de 3e année très sérieuse, soupira. « Dépose une demande de médiation, c'est la procédure. » Je le fis. Quand Tyler reçut la notification, il me coinça le soir même. « Sérieusement, tu balances ça à l'administration ?» L'explosion finale survint la veille de la médiation. Je rentrais des cours, affamé, et me dirigeais vers le micro-ondes. À l'intérieur se trouvait un burrito à moitié mangé, froid, abandonné. Je le sortis, le posai sur le plan de travail, réchauffai mes nouilles instantanées, puis retournai dans ma chambre. Quelques minutes plus tard, Tyler surgit, furieux. « Qu'est-ce que t'avais comme problème ? De quoi tu parles ? Tu as sorti ma nourriture du micro-ondes. » Je levai les yeux de mon bureau. J'avais besoin du micro-ondes, ce n'est pas un espace de stockage. Il explosa. C'est comme si je sortais ton lait du réfrigérateur pour le laisser tourner. Ce n'est pas du tout la même chose. Le réfrigérateur sert à conserver les aliments. Le micro-ondes sert à les chauffer. Il se mit à faire les 100 pas dans la pièce. Tu es vraiment pénible, Noah. Parle-en demain au médiateur. Je ne vais pas me disputer davantage ce soir. Mais il continua à me provoquer. Finalement, exaspéré, je lui fis un doigt d'honneur et claquai ma porte. C'est là qu'il perdit totalement son contrôle. J'en peux plus. Je pris mes clés et me dirigeai vers la sortie. Il me barra le passage, la poitrine gonflée de colère. « Écarte-toi !» Nous nous fixâmes quelques secondes, puis il céda enfin. Dans le couloir, Lucie arrivait à nouveau. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Demande-lui. Tyler partit en hurlant des insultes. Nous fûmes séparés pour la nuit. Je dormis sur le canapé d'un ami. La médiation du lendemain fut absurde.
Le médiateur, un homme chauve d'une quarantaine d'années nommé M. Ellis, nous installa dans une salle de réunion impersonnelle. Écoutons les deux versions. Tyler immédiatement commença à inventer des histoires. Noah est sale aussi. Une fois, il est allé aux toilettes sans tirer la chasse. Je faillis m'étouffer. Quoi? C'est complètement faux. M. Ellis me regarda sérieusement. Est-il possible que vous ayez oublié? Je restai bouche bée. Absolument pas. J'avais l'impression de comparaître avant un tribunal pour un crime imaginaire. Nous passâmes en revue tous les sujets, les chaussures, les cheveux, le bruit. Ellis hocha la tête avec un air sage. Il reste 1 mois avant la fin du semestre. Je vais essayer de trouver 2 chambres libres pour vous séparer. Il ne le fit jamais. Le dernier mois fut extrêmement pénible. Nous nous évitions comme la peste. J'entrais et sortais discrètement avec mes écouteurs. Tyler continuait ses fêtes, peut-être un peu moins bruyantes, peut-être par peur, peut-être par vengeance. Le jour du déménagement arriva enfin. Mon départ était prévu quelques heures avant le sien. Je rangeais soigneusement toutes mes affaires et nettoyais ma chambre de fond en clos. Au bureau de résidence, je signalais mon inquiétude. L'espace commun est dans cet état à cause de lui. Je ne veux pas payer des frais de nettoyage pour ses dégâts. La réceptionniste leva à peine les yeux. La politique de la résidence prévoit une responsabilité partagée. Réglez cela avec votre colocataire. Mais j'ai tout documenté. Rien à faire. Tyler déménagea plus tard dans la journée et comme prévu, il laissa derrière lui un véritable champ de bataille. Restes de nourriture, taches de bière, touffes de cheveux. Quelques jours plus tard, la facture arriva. 400 $ pour un nettoyage approfondi. 200 $ à ma charge. J'étais furieux. 200 $ perdus pour nettoyer la saleté de quelqu'un d'autre. Franchement, la vie est trop courte pour avoir de mauvais colocataires.